Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue et merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette nouvelle conférence de 42 AI. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amric, je suis président de l'association et bon voilà, 42 AI, on a comme vocation de développer l'intelligence artificielle à l'école, de créer des activités pour éveiller l'intérêt des étudiants et aussi pour accompagner tous ceux qui aimeraient monter en compétences dans tous ces domaines. Donc je vous répéterai un peu à la fin les différentes activités que l'on propose. Aujourd'hui, cette conférence, on a un invité très spécial, Camilo Rodriguez, qui vient ici nous parler de quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Donc, d'habitude, on a souvent des gens qui viennent nous parler de trucs un peu plus techniques. Et l'idée ici, c'est de se demander, de trouver des éléments de réponse à une question que plusieurs d'entre vous peuvent vous poser, soit que vous ayez déjà commencé à vous former au machine learning ou à d'autres branches de l'intelligence artificielle, ou même que ça vous intéresse, mais vous ne savez pas à quel point ça vaut la peine de s'y mettre. Donc, l'idée, c'est de se demander comment on va gagner des sous, comment on va gagner sa vie en sortant de 42 ou même pendant 42 avec voilà, ces nouvelles technologies. Donc, c'est vraiment un milieu qui est en pleine effervescence, qui se développe à peine. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à venir. Alors, c'est pour nous parler de tout cela que nous avons aujourd'hui Camilo Rodriguez. Merci beaucoup. Merci, Amric. Alors, merci beaucoup à vous tous de m'avoir invité. Pour moi, c'est un honneur de venir à l'école 42. Je la connaissais un peu de loin. Je suis ici aujourd'hui parce que je travaillais avec Stéphanie, qui est ici devant moi, et qui m'a mis en relation avec Amric. Et moi, je suis un admirateur de cette école et de ces modèles éducatifs, que je pense sont les modèles du futur. Car dans votre profession, dans votre métier, vous ne savez pas des profs. Dans votre métier, vous savez des tâches, vous savez des problèmes. Et ici, vous vous formez à solutionner des problèmes. Je ne pense pas qu'il y ait une meilleure approche à l'apprentissage que celle de l'école 42. Si toutes les écoles étaient comme ça dans le monde, je ne sais même pas où serait l'humanité aujourd'hui. Du coup, pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici parmi vous. En plus, je connais personnellement des ingénieurs de l'école 42 et vous savez une réputation que vous sous-estimez. Vous n'imaginez pas la valeur dans les marchés du travail que vous savez aujourd'hui avec les logos, avec la certification de l'école 42. Aujourd'hui, mon rôle, c'est de venir vous parler un tout petit peu comment faire de l'argent avec de l'intelligence artificielle. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que je ne suis pas détenteur de la vérité. Je peux dire des choses, mais c'est mon point de vue, c'est mon vécu, qui vaut ce qu'il vaut. Mais je peux me tromper. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que vous pouvez challenger, et c'est votre rôle aussi, de challenger les choses. Si vous avez des questions, à n'importe quel moment, vous pouvez les poser. Voilà. Alors, les différentes perspectives des carrières dans l'intelligence artificielle, commentaires avec la syntaxe de Python, ou comment gagner sa vie avec l'IA. Alors, du coup, juste pour me présenter et savoir qui je suis, je m'appelle Camilo Rodriguez. Je suis le fondateur d'un cabinet de conseil en intelligence artificielle qui s'appelle les Machine Learning Lab. C'est un cabinet de conseil qui a été fondé il y a 1 an. À la base, je ne suis pas un informaticien. Je ne suis pas un ingénieur non plus. J'ai 12 ans de carrière commerciale. J'ai travaillé dans l'IT pour des grosses et petites boîtes, pour des startups. J'ai monté moi-même des startups qui ont échoué. Et j'ai énormément vécu des différents secteurs, des industries, des expériences qui m'ont donné un regard très général sur beaucoup de choses et qui me permettent aujourd'hui de parler de mon expérience, ce que je vais partager avec vous. J'ai un master quand même en développement international de l'entreprise. C'est-à-dire que dans ma carrière, j'ai pu développer des business à l'international. Vendre, je m'y connais. C'est mon métier. Je sais vendre. Mais j'ai une compétence aussi un peu technique. Car sinon, on ne pourrait pas faire de l'intelligence artificielle. Il y a quelques années, j'ai participé à un bootcamp accéléré qui s'appelle la 3W Academy. C'est un bootcamp de 3 mois qui apprend à coder. Alors, ce n'est pas la même approche que l'école 42, on avait des profs, mais c'est une belle approche et en 3 mois, j'ai appris à coder des sites web, PHP, JavaScript, MySQL, et puis aller plus loin avec les frameworks Symfony et compagnie. J'ai travaillé un peu aussi freelance, et même dans une boîte autant que développeur web, pour gagner un peu ma vie. Et après, j'ai fait les certifications que vous peut-être connaissez, qui sont les certifications Machine Learning et Deep Learning de Andrew Ng sur Coursera. Ce sont des certifications qui prennent la première, elle prend 3 mois, la deuxième, elle prend 4 mois. Elles sont assez mathématiques, elles sont assez lourdes, mais elles sont très intéressantes. Et je pense que les matériels, tous les MOOC qu'il y a sur Internet, c'est ce que je recommande le plus. Alors pour ceux qui se veulent lancer avec des MOOC, c'est ça. Je tiens à préciser que je ne suis pas un PhD. Je ne suis pas un prix Nobel des mathématiques. Et je fais quand même de l'IA. Du coup, c'est ouvert vraiment à ceux qui s'intéressent et c'est ouvert vraiment à ceux qui veulent se lancer.
Pour ceux qui se demandent le petit accent, je viens de la Colombie. Ça fait 14 ans que je suis en France. Et je tiens à préciser qu'il y a 16 ans, je ne parlais pas français. Pas un mot. Je suis pas né dans une famille francophone. Je ne parlais pas un mot de français. Les français, il a fallu que je l'apprenne de zéro. Comme l'intelligence artificielle. Preuve comme quoi on peut devenir bon si on s'y intéresse et si on met le temps. Voilà, ça c'est un peu moi, mais vous ne vous intéressez pas forcément à moi. Vous vous intéressez à comment gagner de l'argent avec l'IA. Les programmes de la journée, on va parler de la 4e révolution industrielle. C'est un concept que vous avez peut-être déjà entendu parler. On va parler 4e révolution industrielle. On va parler super pouvoirs qu'on acquiert quand on s'intéresse et quand on fait de l'IA. Et surtout les perspectives des carrières dans l'IA. Comment gagner de l'argent. Et moi, j'estime qu'il y a 7 façons de gagner de l'argent quand on fait de l'IA. Et je vais vous les présenter. Une par une. On va parler, on va voir comment s'y lancer, quels sont les conseils que moi, depuis mon point de vue, et les choses que j'ai pu vivre, comment on peut se lancer, quels sont les conseils pour, d'une façon ou d'une autre, gagner de l'argent si on décide d'être soit employé, soit chercheur, soit formateur, soit lancer une start-up, etc. Et à la fin, quelques conseils d'ordre général pour votre carrière dans l'intelligence artificielle, qui peuvent servir aussi, pas seulement si c'est dans l'intelligence artificielle, c'est un point un peu plus global que j'ai envie de partager avec vous. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous me dites, je vais faire ça pas en conférence plénière, mais plus qu'on pose des questions. Du coup, s'il y a quelqu'un, vous me demandez, on lui jette la petite balle là pour poser des questions. Des questions? Bon. Alors, la 4e révolution industrielle, vous en avez entendu parler? Oui? C'est un concept qui a été inventé aux États-Unis par un écrivain. Et en fait, il dit qu'on vit dans la 4e révolution industrielle. La première, elle était en 1784. Quand on a commencé à automatiser des choses et passer par des machines, au début évidemment hydrauliques, des vapeurs, et ce sont des machines qui vont remplacer l'humain. Et c'est une révolution industrielle car c'est plus l'agriculteur qui fait le boulot, ce sont des machines qui vont les faire à sa place. Une vraie révolution industrielle qui a transformé les métiers, qui a transformé les mondes et qui a transformé la société. En 1870, on a parlé des productions de base. Alors on a parlé vraiment d'une 2e révolution industrielle basée sur une division du travail, une spécialisation. Les gens faisaient des choses plus ou moins spécifiques pour aller accomplir des tâches. Et évidemment, il y avait l'énergie électrique. C'était plus la vapeur, c'était plus les machines hydrauliques, c'était l'électricité. Jusqu'en 1969, on parle d'une 3e révolution industrielle avec l'informatique. Alors, ce sont les ordinateurs qui vont être capables de transformer les métiers. On a parlé l'expert comptable. L'expert comptable, c'était une des premières professions, un des premiers métiers qui a été transformé par l'informatique. Car c'est un métier répétitif. Tous les temps, les comptables, ils font exactement la même chose. Avec les logiciels informatiques, on va remplacer les métiers de comptable et on va les transformer. Ce n'est pas tant que les comptables ne vont pas avoir de boulot, ils en ont aujourd'hui. Mes factures, moi, mon comptable. Par contre, on va utiliser les machines pour faire les boulots, les faire mieux et les faire plus rapidement et plus fiablement. Et maintenant, on parle d'une 4e révolution industrielle. Car les machines, on est capable de les programmer à faire des choses qu'on n'imaginait pas avant. Et avec l'intelligence artificielle, elle joue un rôle très important là-dedans. Parce que si vous vous intéressez à l'AI, vous savez qu'on peut faire des choses qui ne sont pas forcément les règles statiques. Ce sont l'analyse des images, c'est analyser des textes, c'est générer de la musique, c'est beaucoup de choses. On va voir un peu plus loin les super pouvoirs qu'on peut avoir quand on fait l'IA. Mais la révolution industrielle qu'on est en train de vivre, c'est une révolution qui va transformer, qui est en train de bouleverser déjà les emplois, la société et l'industrie. On parle des 4e révolution industrielle. On parle aussi d'automatisation des tâches. Alors, si vous reconnaissez ces messieurs, c'est parce que vous vous êtes déjà lancé un peu dans l'apprentissage du machine learning. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Andrew Ng. Et c'est une des personnes les plus influentes dans le monde du machine learning. C'est la personne qui gère les MOOC que j'ai suivis, les MOOC que vous suivez parmi quelques-uns d'entre vous. Mais il ne fait pas que des MOOC, il fait beaucoup de choses, on va aller un peu plus loin. Et lui, Andrew Ng, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, si une tâche peut être automatisée, si une tâche elle prend moins d'une seconde à faire dans sa tête, elle peut être automatisée. Je donne toujours l'exemple du gardien de l'école. Son seul but c'est de laisser entrer les parents qu'il connaît dans l'école ou ne pas laisser passer les enfants qu'il ne connaît pas. Cette tâche-là, on n'a même pas besoin d'intelligence artificielle pour l'automatiser. Un tourniquet, comme vous en avez ici à l'école 42, ça suffit. Évidemment, avec une caméra et la reconnaissance faciale, on peut faire mieux. Mais une tâche qui prend moins d'une seconde, ces boulots-là, c'est 1 seconde de son temps, c'est une tâche répétitive, ça va disparaître. L'intelligence artificielle, elle détruit des emplois. Je ne veux pas dire qu'elle détruit des emplois, elle détruit des tâches, elle remplace des tâches. Si par malheur, votre boulot, c'est faire la même tâche toute la journée,
votre boulot, il va être challengé. Heureusement, quand vous êtes ingénieur et quand vous êtes dans un monde des cadres ou des professions supérieures, votre boulot, ce n'est pas une seule tâche. C'est une multitude de tâches. Il faut trouver des solutions créatives, il faut faire beaucoup de choses. Mais le machine learning, il va automatiser ces tâches, il va nous libérer du temps. L'intelligence artificielle, elle est là pour nous aider à trouver beaucoup plus de valeur et avoir beaucoup plus de valeur dans ce qu'on fait aujourd'hui. On voit aujourd'hui, l'automatisation, c'est déjà une vérité. Aux États-Unis, Amazon a lancé ce qu'on appelle Amazon Go. Amazon Go, c'est tout simplement un supermarché où il n'y a pas de caisse. Même pas de caisse automatique. Tout simplement, on prend les produits, des caméras reconnaissent les produits qu'on a pris, et après on part. Et ça s'appelle Amazon Go parce qu'on y go. On y va, on n'y paye pas. En fait, c'est la carte de crédit, elle est débitée automatiquement. Et ça, c'est pas la science-fiction, ça, c'est la réalité. Et ça va venir en France. Et ça va transformer les Carrefour, les Auchan, l'Éclair, tous ces magasins. Évidemment, les métiers du caissier, il va disparaître parce que c'est la même tâche automatique tout le temps. Il disparaît déjà. On a déjà les caisses automatiques, mais ça va plus loin. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est une image, un GIF que j'ai trouvé sur Internet sur les entrepôts. Aujourd'hui, chez Alibaba ou chez Amazon. La tâche d'aller récolter des palettes, des produits, les transporter d'un endroit à l'autre, pareil, c'est automatisé par des robots. Avec ou sans intelligence artificielle, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une tâche qui est automatisable et qui est automatisée parce que les enjeux sont importants. Si on peut s'affranchir du salaire de la personne qui est un entrepôt, on le fera. Ça touche aussi la médecine. Des métiers où on disait jamais un robot il va remplacer les humains. Imaginez-vous que depuis quelques années, depuis plus de 10 ans, il y a des robots qui aident pour faire de la chirurgie. Parce que c'est une tâche très délicate. Que les robots, la main ne lui tremble pas au moment de couper ou au moment de faire des opérations. On voit aussi un constructeur italien de machines pour faire de la chirurgie. C'est en train de devenir de plus en plus un métier qui est transformé. Où les machines elles vont automatiser les choses, elles vont assister l'être humain. Ça, c'est la réalité. Et encore, les boulots, ce n'est pas seulement hautement spécialisé. Est-ce que vous connaissez quelqu'un ici, Amazon Mechanical Turk? Vous en avez entendu parler? Oui. Vous savez? Oui, je vais expliquer. Alors, Amazon Mechanical Turk, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme où on peut faire des demandes, des collectes de datasets. Pour faire du machine learning, vous avez besoin des données. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais cette collecte de données, c'est un travail manuel. C'est un travail chiant. Et du coup, on va poster une annonce sur Amazon Mechanical Turk ou d'autres, parce que ce n'est pas la seule. Et des petites mains, dans les pays surtout en voie de développement, ils vont dire, je prends cette tâche. J'ai besoin d'un dataset avec 1 million d'images de pommes et de bananes. Moi, je prends. Ça, c'est mon prix. Et ça n'existait pas il y a 3 ans. Et ça existe aujourd'hui parce que l'industrialisation, la 4e révolution industrielle ne touche pas seulement les grosses têtes et les gens qui réfléchissent aux nouveaux algorithmes et machine learning, ça transforme aussi les boulots dans les pays de développement. Il y a un monsieur qui a une question, du coup, je vous pouvez répéter, j'ai pas compris l'histoire du dataset. C'est bon, j'ai ça marche. Le dataset avec les pommes et les bananes, je prends. J'ai pas compris tout à fait. Alors, pour faire du machine learning, la première chose à faire, c'est faire on collecte des données. On a besoin de collecter la donnée. Sans données, on ne peut pas faire du machine learning. Et cette collecte des données, aujourd'hui, elle est manuelle. Si Carrefour, imaginons qu'il m'embauche pour que je fasse un logiciel capable de différencier les bananes et les pommes et les mettre sur une bande transporteuse à droite ou à gauche. Pour entraîner ces modèles, j'ai besoin de l'entraîner avec un dataset de peut-être 500 000 images de pommes et 500 000 images de bananes. C'est un travail qui n'est pas qualifié. Prendre des images des bananes ou des pommes, on n'a pas besoin d'être ingénieur pour faire ça. Mais sans ça, on ne peut pas avancer. Du coup, il y a des services comme celui-là, des plateformes comme celle-ci qui se sont développées pour répondre aux besoins des ingénieurs qui font du machine learning. Amazon Mechanical Turk. Et ça s'appelle Mechanical Turk tout simplement parce qu'il y a quelques années, il y a les concepts d'un turc mécanique, c'est un automate qui joue aux échecs. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une vraie personne derrière, sous l'automate, qui est en train de manipuler les mains du robot pour jouer aux échecs. Et voilà. Mais ça s'appelle Amazon Mechanical Turk, c'est juste ils choisi les noms. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, les futurs du marché du travail, c'est pas moi qui invente ça, c'est quelque chose qui s'appelle l'Institute for the Future. C'est aux États-Unis, c'est un consortium des 20 leaders internationaux. Il y a Dell, IBM, Intel, Microsoft, Amazon, tous ces gens-là. Et ils sont sortis une étude, une phrase qui fâche, qui dit que
85% des emplois de 2030 n'existaient pas aujourd'hui. C'est intéressant. 85% des emplois du futur n'existaient pas aujourd'hui. Du coup, je pense que la pédagogie que vous savez chez École 42, vous ne formez pas un métier. Vous formez à trouver des idées, à trouver des réponses aux problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui va vous servir pour le futur. Les marchés du travail, c'est très intéressant parce que ça change et il y a un monsieur qui a une question. Du coup, Henrik. Ça va, je vais bien. Ils ont donné des emplois qui pourraient arriver, enfin qui pensent qu'ils vont arriver parmi les 85% des emplois qui n'existent pas encore ou pas du tout? Alors oui, je vais venir sur ça. Il y a la prochaine slide, en fait, je vais venir sur ça, sur les super pouvoirs de l'intelligence artificielle. On a parlé déjà de la 4e révolution industrielle, on va parler des super pouvoirs de l'intelligence artificielle. Je vais commencer par quelque chose. L'intelligence artificielle, c'est le métier d'avenir. Ça, c'est une étude qui a été faite par Wikibrands, qui listait les 30 technologies que si vous les savez, vous êtes sûr que vous savez du boulot dans 30 ans. Il y a entre tout ça la blockchain, la big data, la robotique, la health tech, la smart city, etc. Et la première compétence, les premiers domaines où on est sûr d'avoir du boulot, peu importe comment ça s'appelle, c'est l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui l'ai dit. Du coup, vraiment, si vous voulez assurer votre futur professionnel, sachant que on ne sait pas quels sont les emplois dans 30 ans. L'intelligence artificielle, en tout cas, c'est la compétence qu'il faut avoir. C'est la compétence qui va vous assurer un futur professionnel. C'est un métier d'avenir. Ça aussi, je voulais partager avec vous. C'était une étude qui a été faite par LinkedIn, qui a analysé les emplois aux États-Unis. Et en fait, ils disent qu'ingénieur machine learning, c'est les meilleurs boulots qu'il y a aujourd'hui. Au-delà des directeurs commerciaux, au-delà des optométristes, coach, full stack développeurs, data scientist, tout, être ingénieur en machine learning, c'est-à-dire ingénieur en intelligence artificielle, c'est les boulots qui payent les plus et où on a les plus de mal à recruter aux États-Unis. Les salaires sont peut-être différents en France. Je ne suis pas, même moi, employé autant qu'ingénieur en intelligence artificielle. Du coup, je ne sais pas quelle est la réalité des salaires en France. Ce n'est pas moi qui va vous la dire. Mais en tout cas, aux États-Unis, c'est les travails qui payent les plus. Et on parle que c'est 166%, c'est l'évolution par rapport à l'an dernier. Parce que cette étude, elle a été faite l'an dernier. Du coup, les machine learning engineers, ça a évolué de 166% en termes de salaire et en termes d'opportunités de travail. C'est les métiers d'avenir. Si vous posez la question, ne vous la posez pas. Car l'intelligence artificielle, ça vous donne des super pouvoirs. Quand vous faites de l'intelligence artificielle, vous pouvez vous spécialiser. Et surtout, il faut se spécialiser. Il faut mieux être spécialiste que généraliste. Mais vous pouvez faire des tas de choses intéressantes. Vous pouvez faire la vision par ordinateur. Vous pouvez faire les traitements du signal. Vous pouvez faire les traitements naturels de langage, clustering, classification, prédiction. Bon, je ne vais pas les lister toutes, vous les savez devant vous. Mais l'idée, c'est qu'il y a tellement de domaines intéressants. Et ce n'est pas tout. Il y a des nouveaux domaines et de nouvelles choses qu'on invente, qu'on arrive à faire si on fait de l'intelligence artificielle. Avec de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des algorithmes qui vont faire de la détection d'objets en temps réel. Ça, c'est un algorithme qui s'appelle YOLO, You Only Look Once. C'est un algorithme qui est capable, d'un seul coup, faire la détection d'objets dans toute une image, dans une vidéo. Très utilisé, évidemment, pour la conduite autonome et dans d'autres domaines. Quand on fait de l'intelligence artificielle, on peut faire les transferts neuronaux de style. C'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, le style de Van Gogh ou de Picasso, ou de je ne sais plus quoi, à une image ou à une série d'images, que c'est un film. Quand on fait l'intelligence artificielle, on peut faire des robots autonomes. C'est un domaine, évidemment, si vous y connaissez un peu, ce qui s'appelle l'apprentissage par renforcement. Alors, du coup, ce sont des robots qu'on va leur apprendre à ouvrir des portes, ou à jouer aux échecs, ou à jouer à Go, comme AlphaGo, que c'est la société en Angleterre, enfin, le logiciel qui a été fait par DeepMind en Angleterre. Alors, ce GIF, il finit par une phrase qui dit « Yep, it's terrifying ». Il fait rire. Parce qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle dans l'intelligence artificielle, c'est juste des logiciels. Ces robots-là, vous lui demandez quelle heure est-il, il n'est pas capable de vous répondre. Même pas capable de comprendre la question. Il ne sait pas donner l'heure, mais il sait ouvrir des portes. Et on arrive à ça avec l'apprentissage par renforcement, un des 3 types de machine learning, pour ceux qui s'intéressent.
Quand vous faites de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire des voitures autonomes. Un domaine qui est très en mode aujourd'hui et qui est censé faire que les voitures se conduisent toutes seules. C'est un domaine très intéressant. Imaginez-vous donner la capacité aux voitures de se conduire toutes seules. Moi, ça me passionne. Je trouve que c'est très intéressant comme métier. Il y a aussi ce qu'on appelle la détection d'intention. Ça, c'est... On va identifier qu'il y a un vol. Et du coup, l'algorithme doit se mettre en rouge. Et ça, pour ceux qui viennent à mes conférences, parce que j'ai fait des conférences, j'explique un peu plus en détail comment ça fonctionne, celui-là. Mais ce n'est pas de la science-fiction. C'est une caméra qui a été développée au Japon qui est censée identifier les vols. Vous imaginez les enjeux économiques pour ça? Tous les gens qui veulent acheter ça font la queue. C'est beau. Quand on fait l'intelligence artificielle, on peut manipuler les images. Ça, c'est un domaine qui s'appelle le deepfake, un domaine d'application de l'intelligence artificielle. Et manipuler les images, on s'amuse à manipuler ce qu'il dit Poutine, Trump, tous les politiciens. Un domaine assez compliqué, il faut dire, parce que là maintenant j'ai un projet avec un client qui s'intéresse à ça. Et je n'étais pas un expert, il a fallu que je me renseigne, il a fallu que je travaille avec des gens qui ont beaucoup plus de compétences que moi sur ces domaines. Mais c'est un domaine très très intéressant, les deepfakes. Quand on fait l'intelligence artificielle, on peut faire parler un robot. Alors pour ceux, vous êtes ingénieur, je ne vais pas vous mentir, c'est juste un robot qui est robotique, il n'y a rien. Mais l'intelligence artificielle, on va faire de la reconnaissance des voix, on va faire la reconnaissance des textes, on va faire l'analyse d'intention, on va coupler tout ça avec des fakes, des sentiments faciaux. Il n'y a rien d'intelligent. Mais par contre, on donne l'impression de faire des choses comme ça. Et ça fait parler. Et si vous êtes associé à des projets comme ça, vous n'avez pas de problème de travail. Mais bon, l'intelligence artificielle vous donne des super pouvoirs. Mais pourquoi faire? Et là, j'aime bien, j'ai repris une image de Star Wars, The Last Jedi, où Rey, la protagoniste, elle dit qu'elle a besoin qu'on lui explique un peu sa place dans ce monde. Parce que vous imaginez, vous savez des super pouvoirs si vous apprenez l'intelligence artificielle. Mais pourquoi faire? Et évidemment, l'objectif aujourd'hui, on va arrêter un peu la tchatch, mais c'est expliquer exactement qu'est-ce que vous pouvez faire et quels sont les choix de carrière qui sont possibles et qui s'offrent à vous maintenant que vous vous intéressez à l'intelligence artificielle. Alors moi, je considère qu'il y a 7 façons de gagner sa vie avec l'intelligence artificielle. Les premiers, c'est tout simplement de s'employer, un emploi. Pour ça, pour préparer cette conférence, j'ai fait une analyse d'une cinquantaine d'annonces que j'ai pu trouver sur Glassdoor et sur des bourses d'emploi sur Internet. Et j'ai trouvé des postes aussi variés qui s'appellent Machine Learning Engineer, qui s'appellent Machine Learning Expert en R&D, qui s'appelle aussi Software Engineer Research en Machine Intelligence. On voit aussi des postes comme Data Scientist, très à la mode en ce moment. C'est un mot qui plaît beaucoup. Il y a aussi Data Engineer. Et carrément, chez Microsoft, on les appelle Premier Field Engineer Data and Artificial Intelligence. Et moi, pour vous, pour préparer cette conférence, je me suis permis de regarder une cinquantaine de postes et regarder qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'on demande et quelles sont les compétences qu'on demande. Et je vais vous montrer ça, je les partage avec vous, car je trouve, c'est mon point de vue, je peux me tromper, mais mon analyse, c'est qu'on peut diviser en 4 les types de postes qu'il y a aujourd'hui dans le marché de l'emploi. Les premières, c'est vraiment du machine learning. On l'appelle ingénieur machine learning, développeur machine learning, architecte machine learning, mais c'est faire du machine learning. Un deuxième, aussi à la mode, qui s'appelle les data scientists. Vous en avez entendu parler. Il y a les data engineers et il y a l'ingénieur avant-vente. C'est un rôle surtout d'être face à face du client pour comprendre si les produits qu'on a peuvent correspondre à son besoin. Et évidemment, je les analysais parce que j'ai fait un peu de clustering, mes manuels, et j'ai sorti qu'en fait, il y avait une dizaine, 9, 3, 6, 8 compétences qui étaient demandées. Et j'ai posté ce que j'ai trouvé. Quand on demande d'être ingénieur en machine learning, ce qu'on demande surtout, et ça, c'est ce que je suis censé faire aujourd'hui avec mon cabinet de conseil, on a beaucoup de tâches de collecte et de traitement des données. Ça, on fait tout le temps. Parce qu'on a une problématique, il faut faire la collecte des données. Il faut aussi savoir les visualiser. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des données qu'on ne comprend pas, qu'on ne peut pas visualiser. Du coup, les MapReduce, les Hadoop, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à savoir et à faire quand on fait la visualisation des données. Évidemment, quand on est ingénieur en machine learning, on fait du machine learning. Du coup, on applique les modèles qu'on apprend, les réseaux de neurones, les deep learning, les réseaux de neurones récurrents, etc. On est surtout et avant tout un développeur logiciel. Parce qu'un ingénieur en machine learning, il fait des logiciels qui vont faire quelque chose. L'idée, c'est faire des logiciels qui vont faire un truc. Du coup, Python, il faut aussi mettre. Mais pas que Python. Moi, mes logiciels, ils font du Python, mais aussi un peu de PHP.
Parce que l'interface, c'est peut-être une interface web dans laquelle les gens font un formulaire. Du coup, il faut faire du HTML, un peu CSS pour le faire joli. Et du coup, savoir faire des logiciels, c'est important. Il faut s'y connaître un peu en infrastructure informatique parce que bon, on va faire un logiciel, mais il faut le mettre quelque part. Un logiciel qui tourne dans votre ordinateur, ça ne sert à rien. Il faut les mettre dans les clouds. Il faut les mettre chez un client. Et l'infrastructure, il faut s'y connaître. À vrai dire, moi, les mathématiques, j'en fais pas tous les jours. Je ne suis pas un expert. Je ne fais pas tant de mathématiques que ça. Un peu calcul matriciel, un peu quand on est perdu un peu dans l'algorithme et savoir où on en est, c'est important. Mais je ne considère pas que c'est la compétence la plus importante pour, quand on a du machine learning. Mais il faut s'y connaître, surtout calcul matriciel et les dérivés. Les statistiques, c'est pareil. Et les plus importants, c'est les contacts avec les clients. Je ne peux pas vendre mes services de machine learning tant que je ne veux pas parler avec les clients. Les clients ne viennent pas à moi. Parce que les machine learning, les gens ne connaissent pas. Si vous choisissez de faire des sites web et que vous vendez des sites web, les gens, vous n'avez pas besoin de leur expliquer ce que les sites web. Ça se vend tout seul. Alors maintenant, sortez chez les boulangers et dites-lui que vous pouvez lui faire un classificateur des pains et des croissants. Les mecs, ils ne comprennent pas de quoi vous parlez. Vous lui dites non, mais je peux automatiser votre relation client avec un chatbot. Les mecs, ils ne savent pas de quoi vous parlez. Du coup, il y a tout un travail d'évangélisation, surtout au début. Et les contacts avec le client, il est très important. Après, il y a ce qu'on appelle les data scientists. Les data scientists, c'est une personne qui va faire évidemment aussi une collecte de données. Pour moi, les boulots du data scientist, je le décris de la telle façon. C'est une personne qui s'y connaît en data, mais c'est une personne qui il va prendre ou collecter ou aller chercher la donnée pour trouver la valeur pour les business. C'est une personne qui va être capable de transformer une société, de transformer ses process, d'aller chercher la donnée, même s'il ne l'en a pas, même si on ne le donne pas, et aller pouvoir transformer la société et créer de la valeur, un business pour eux. Quand on fait l'idée, vraiment la différence entre un ingénieur machine learning et un data scientist, les data scientists, il va sortir des conclusions. L'ingénieur machine learning, il va sortir des solutions. Là, on implémente. Dans l'autre cas, on analyse. Moi, je suis plus du côté machine learning personnellement. Moi, mes clients ne m'ont jamais contacté, je n'ai jamais vendu mes services comme vous m'embauchez, je vais prendre vos données, je vais les analyser, je vais sortir des conclusions. C'est plus, quelle est votre problématique business? Est-ce que je peux l'automatiser? Est-ce que je peux mettre l'intelligence artificielle pour automatiser quelque chose? Et ça, c'est le machine learning, data scientist, la différence. Et donc, on fait des études sur les données. Il faut s'y connaître en développement logiciel, mais ce n'est pas tant les logiciels qui comptent, c'est plus les conclusions que vous sortez. Il faut s'y connaître en infrastructure informatique, un peu moins. Et évidemment, en mathématiques, là, par contre, il faut s'y connaître bien, les statistiques aussi, mais surtout en mathématiques, parce que vous savez faire des maths avec les données. Vous allez sortir des conclusions à partir de la donnée. Les contacts avec les clients, il est très important quand on est data scientist, parce qu'il faut trouver les besoins. Il faut aller chercher ce dont les clients ont besoin. Il y a un troisième domaine qui s'appelle les data engineers. C'est une troisième profession c'est les nouvelles professions, les nouveaux métiers. Les data engineers, ce qu'il va faire, c'est qu'il va collecter les données, mais il va surtout savoir les manipuler. Pour moi, les data engineers, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les DevOps. C'est une personne qui sait coder, mais c'est une personne qui se connaît aussi en infrastructure. Et en plus, il y a la couche data qui vient jouer quelque chose derrière lui. C'est la personne qui va faire toute l'infrastructure pour qu'on puisse traiter la donnée. Ça, c'est les data engineers. C'est lui qui va déployer un Hadoop, c'est lui qui va déployer un Spark, c'est lui qui va faire toute l'infra pour que les data scientists puissent faire son boulot. En tout cas, c'est comme moi, je vois les choses. Un data engineer, ce n'est pas tant les logiciels qu'il va faire, c'est vraiment l'infrastructure informatique. Ce n'est pas tant la mathématique, mais oui, les statistiques et la visualisation des données sont très importantes. Et évidemment, les data engineers, il n'est pas forcément en contact avec les clients. Du coup, si vous êtes plus du type introverti, qui vous plaît pas, c'est contacter ou être en contact avec les clients, c'est pas trop votre truc. Être ingénieur data, ça peut être un choix de carrière intéressant. Et après, il y a un autre, c'est ce qu'il montrait là à Microsoft, ce qu'il cherchait. C'est un ingénieur avant-vente. Il l'appelle comme ça. Mon frère, il habite au Japon, il travaille chez Google, et il est ingénieur avant-vente. Il est plus, on l'appelle évangélisateur. Enfin, il prend une technologie et il va l'expliquer au client. Et il va comprendre les besoins du client, les besoins techniques. Il va voir si les produits qu'il a, est-ce qu'il peut répondre aux questions du client. Du coup, évidemment, la couche contact avec les clients, elle est là tout le temps. Quand vous êtes ingénieur en vente, évangélisateur, quand une société comme Amazon, Google, Microsoft, tous ces gens-là, ils vous embauchent pour que vous alliez vendre ces produits, il faut être en contact avec le client. Il faut aussi se connaître en développement logiciel et en infrastructure informatique. Parce que le client va vous poser la question, ces produits-là, comment je peux les mettre, comment je peux les connecter avec mon serveur, comment je peux faire la liaison entre l'API de ma base de données et l'autre. Tout ça, il faut savoir répondre. Il faut avoir des éléments
des réponses à tous ces types de questions. Ça, c'est un peu mon analyse. Encore une fois, j'ai commencé cette conférence à dire que ce n'est pas moi qui détiens la vérité. C'est mon analyse d'une 50aine d'annonces que j'ai trouvées en ligne que je voulais partager avec vous. À ceux que ça intéresse, moi, j'ai mis les liens d'un formulaire un peu partout dans cette conférence. Si vous voulez récupérer les supports, je peux vous l'envoyer. Il faut juste que vous me donniez votre nom, prénom et votre mail. Je peux vous envoyer cette présentation avec plaisir. Et il y a une question. Oui, monsieur. Oui, c'est que dans cette présentation du métier, il y a un que je ne vois pas, c'est data analyst. Oui. Qui revient quand même assez souvent aussi. Oui. Donc, justement, savoir peut-être de la frontière, c'est une question de dénomination. C'est nomination. Voilà. Bon. Donc, si je comprends bien, c'est rentrer plutôt dans le côté machine learning, c'est ça? Pour moi, les data analysts, c'est un data scientist. C'est quoi le boulot d'une personne quelqu'un qui analyse la donnée? C'est sortir des conclusions de la donnée et trouver des conclusions pour la boîte, pour générer la valeur. Pour moi, un data analyst, c'est un data scientist. C'est juste que les data scientists, c'est un nom qui plaît plus. Et les data scientists, il a une couche de s'y connaître en machine learning, de s'y connaître en infra, s'y connaître en toutes les technos aujourd'hui. Pour moi, les data scientists, c'est les data analysts version 2.0. Mais c'est ma vision des choses. Si vous êtes déjà data analyst, si vous savez déjà travailler dans ces domaines, vous avez déjà parcouru 82% du chemin pour aller devenir data scientist, si c'est ça ce qui vous intéresse. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, excusez-moi. Et peut-être je compléterai aussi parce qu'il y a un autre, donc c'est architecte. On parle plutôt d'architecte big data, de façon générale. Voilà, donc là c'est pareil, j'arrive pas à le situer dans... Pour moi, un architecte, si c'est un architecte des back-end, c'est de la solution elle-même, je le mets plus dans les data engineers. Je le mettrai plutôt ici. Une personne qui va mettre tout l'infra, tous les back-end pour gérer les flux des big data gigantesques et faire des architectures Hadoop décentralisées et tout ça, moi je les mets dans la couche data engineer. Mais en fait, on peut les appeler comme on veut, mais c'est plus ou moins les 4 choses que j'ai trouvées. C'est soit on fait des modèles et on implémente des solutions pour un client, soit on est chargé d'analyser la donnée et de trouver des conclusions qui vont sortir pour répondre à des problématiques métiers, soit on travaille dans les back-ends pour que toutes ces solutions elles puissent être mises en place, soit on est face au client pour lui expliquer ce que c'est. Ça, c'est les 4 métiers techniques ou les 4 façons les 4 raisons pour lesquelles une société va venir vous embaucher si vous voulez vous lancer dans l'aventure emploi. C'est par exemple, c'est une des 7 façons de gagner de l'argent, pas la seule. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Dans ce cas-là, le job data scientist engloberait le job machine learning engineer, non? Je pense qu'ils se superposent tous. Je pense qu'il n'y a pas... Enfin, pour tirer des conclusions, il va falloir utiliser du machine learning, il va falloir le Bien développer, sûr. et donc ça Bien sûr. l'inclut aussi, non? Les frontières sont un peu... C'est des nouveaux métiers, c'est des nouveaux jobs. Les règles ne sont pas encore écrites. Moi, j'essaye de donner un peu de structure à ce qui est en train de se passer dans les marchés de l'emploi, mais oui, effectivement, si vous êtes data scientist, vous êtes censé aussi faire un peu de machine learning. Si vous êtes de machine learning, vous êtes censé aussi faire un peu des visualisations des données comme l'autre il fait. Et en fait, c'est un peu ça, c'est joint. Après, sincèrement, on ne peut pas tout faire. Il faut avoir ses compétences, il faut chercher ce qui vous plaît, là où vous êtes fort. Et puis, moi, j'ai vu un même. J'ai un groupe, je suis un groupe Facebook qui s'appelle Les Blagues pour les machine learning, je ne sais plus quoi, où il y avait quelqu'un qui disait j'étais embauché comme data scientist et on attend de moi que je gère des bases de données relationnelles, non relationnelles, que je me connaisse en architecture Spark, Hadoop, que je me connaisse tous les algorithmes et machine learning, que je sois bon en mathématiques, en statistiques, qu'en plus que j'écrive des livres, que je donne des cours du côté, que je fasse du sport, qu'en plus de ça, je sois un expert en toutes les infrastructures web, Amazon, Microsoft, Google. Bah, sincèrement, c'est un peu ce qu'on demande de vous, mais personne ne peut faire tout ça. Personne. Du coup, ce que je veux dire, c'est, je vais aller plus loin, mais cherchez quelque chose qui vous plaît, spécialisez-vous dedans, et n'ayez pas peur non plus de dire, je ne sais pas faire ça. Vous pouvez apprendre, mais on ne sait pas tous faire tout. C'est pas grave non plus. Personne ne sait tout faire, mis à part Andrew NG. Bref. Oui, Amric. Est-ce que tu as remarqué dans les offres d'emploi que tu as vues qu'il y aurait peut-être un peu d'exagération dans les compétences qu'ils demandent pour un poste? Ce qui est intéressant, 2 choses que j'ai trouvées intéressantes à faire comprendre, c'est qu'il n'y a que les gros qui embauchent. C'est que toutes ces offres d'emploi, je reviens un peu sur les slides. Bon, je ne vais pas revenir sur les slides, mais tous les gros, c'est Google, c'est Microsoft, en France, il y a Dassault. Il y a SAP, c'est les gros qui embauchent en ce moment. Et il y a quelques banques qui commencent à embaucher, mais c'est surtout les grosses sociétés multinationales qui embauchent dans ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
Ce qui est intéressant, aucun poste que j'ai vu, on demande 10 ans d'expérience dans un domaine. Parce qu'il n'y a pas 10 ans d'expérience en machine learning, en Hadoop, tout ça. Tout ça, c'est récent. Tout ça, c'est nouveau. On ne peut pas avoir 10 ans d'expérience sur ça. Du coup, ils demandent tous, on veut mettre les gens en France, surtout dans des cases. Du coup, on veut demander, vous avez fait un bac scientifique, vous avez fait une école d'ingénieur, vous avez fait ci, vous avez une appétence pour les maths et vous faites ci. Bon. Après, une chose, c'est ce qu'ils veulent, l'autre chose, c'est ce que vous pouvez faire, ce que vous trouvez. On va voir plus tard, mais les profils typiques, ça n'existait plus. Et ça ne va plus jamais exister. Dans les futurs du travail, ça n'existait pas, les profils typiques. On va changer plusieurs fois des métiers. On va être mené à faire moi-même, commercial, développeur web, entrepreneur. On fait plein de trucs dans la vie. Donc, je ne suis pas un profil typique. Je suis fier de ne pas l'être. Je me réfléchis à travailler 10 ans ou 15 ans dans la même boîte, dans les mêmes postes. Je pense que vous aussi, si vous êtes ici chez École 42, c'est la même chose. Les profils typiques n'existaient plus, surtout dans ce monde. Voilà. Alors maintenant, ça c'est quelques conseils. Si ce qui vous intéresse, c'est chercher un emploi, parce qu'évidemment, avoir un emploi, c'est un salaire, c'est stable. La première chose, et c'est la première recommandation que je vous peux faire, trouver un boulot, c'est pas un CV. Trouver un travail, c'est un réseau. Et on a tous un réseau. Même si on est introverti, même si on est timide, même si vous dites que je connais personne, on a tous un réseau. On a tous des parents, des oncles, on a tous des voisins, des amis, des collègues. Et c'est par là qu'on trouve du boulot. Vous avez entendu parler du marché caché du travail. Ce n'est pas que c'est caché à vous. C'est que les marchés du travail, ça se passe par des recommandations. Et vous trouvez les emplois intéressants, c'est parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Ça, c'est pas comme ça. C'est les réseaux qu'il faut exploiter. Et surtout les réseaux du réseau. Pas seulement mon réseau. Je ne serais pas ici aujourd'hui si je n'avais pas connu Stéphanie. Qui connaît Amric? Qui m'a invité à venir aujourd'hui? C'est les réseaux. Amric, il n'a jamais posé une annonce à dire « je cherche un conférencier pour venir parler de ça ». Mais par contre, je suis venu, je l'ai vu, on a parlé, on a pris une pizza, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait faire ci. C'est les réseaux. C'est l'importance du réseau, je vous dis, c'est pas les CV. Amric, il m'a demandé mon CV. Non. Par contre, c'est les réseaux qui fait, c'est super important, ne négligez pas, c'est vraiment les plus importants. En tout cas, il faut quand même, comme je vous disais, les profils typiques n'existaient plus. On est tous des profils atypiques. Mais par contre, ce qui est important, c'est raconter une histoire logique. Vous n'êtes pas en collection d'événements, des choses qui se sont passées un jour, j'étais commercial, après j'étais développeur, après j'ai fait ci. Non. Tous les choix que vous avez fait dans votre carrière vous sont amenés là, aujourd'hui, où vous êtes. Et c'est ça ce qu'il faut raconter, c'est une histoire. Et si vous postulez pour un job, il faut faire un CV pour ces jobs. Pour commenter pourquoi ces postes, c'est pour vous. C'est parce que toutes les choses que vous avez fait dans votre vie, ça vous amène jusqu'à là. Les CV, finalement, ils doivent raconter, plus que les CV, votre parcours, il doit raconter une histoire logique. Et l'histoire logique, vous pouvez la trouver, mais il faut la raconter. Ce n'est pas des choses déconnectées. Si vous étiez avant boulanger, tant mieux, il ne faut pas les cacher. Transformez vos forces, vos faiblesses, que vous pensez qu'elles sont faiblesses, vous les transformez en force. Si vous étiez avant boulanger, avant d'être chez École 42, postulez un job chez les Fournils de Paris ou dans une boulangerie et vous dites « Je suis ingénieur de l'École 42 et en plus, j'ai cette expérience métier de la boulangerie. » Et là, ce que vous pensez, en fait, c'est une faiblesse parce que ça ne rentrait pas dans la case bac scientifique, école d'ingénieur. Là, c'est une force. Si vous savez positionner votre parcours et tous les choix de carrière que vous avez faits, pas comme une faiblesse, il ne faut pas les cacher. Il faut les positionner comme des forces. Je ne cache pas le fait que je ne suis pas ingénieur. Et pourtant, je suis ici aujourd'hui devant vous, à parler à 4 ans d'ingénieur. Parce que quand j'ai vu Amric, je ne lui ai pas, je vais apprendre aux ingénieurs d'ingénierie. Aujourd'hui, je ne suis pas venu vous parler des classifications, des régressions, des clustering, des choses comme ça, vous vous connaissez mieux que moi. Je suis venu vous parler, exploiter mon réseau, enfin mon parcours, les compétences commerciales que j'ai acquises autour de ma carrière. Et c'est ça ce qui peut vous intéresser. C'est pour ça que vous êtes nombreux. Exploiter ce que vous percevez comme des faiblesses, ce n'est pas des faiblesses, c'est des forces. Et vous, juste que vous ne les savez pas. Alors ça, c'est si vous voulez trouver un emploi. Mais il n'y a pas que l'emploi. Il y a d'autres domaines où vous pouvez vous épanouir pour faire une carrière dans l'IA. Notamment, être chercheur. Qu'est-ce que c'est qu'être chercheur? Tous les modèles de machine learning que vous voyez, ça a été fait par des chercheurs. Les modèles d'intelligence artificielle, les réseaux neuronaux, les deep learning, tout ça, ce sont des gens qui étaient payés soit par une université, soit par une boîte comme Microsoft, Google et tout ça,
pour faire avancer la recherche. Les buts, c'est évidemment de publier un paper et de faire avancer la recherche, que la société ou l'université soit notée sur le paper. Ce n'est pas mon domaine, ce n'est pas ce qui me plaît à moi, mais c'est un moyen de gagner sa vie. Et là, on voit évidemment les grosses têtes, tous les modèles que vous allez étudier si jamais vous vous lancez dans ces domaines. C'est ça, c'est Karpathy, c'est un chercheur très, très, très connu, très influent. Il a inventé ce qu'on appelle les réseaux neuronaux récurrents. Il les a inventés, il les a proposés. Et maintenant, tout le monde s'en sert. Pour ceux qui ne connaissent pas, les réseaux de neurones récurrents, c'est ce qu'on utilise pour analyser les séries des données. Par exemple, à chaque fois que vous tapez l'autocomplete chez Google ou dans votre téléphone, c'est un réseau de neurones récurrent. Parce que ça prend en compte tout ce qui a déjà été dit, la donnée qui vient avant, et ça vient compléter après. Évidemment, là, il y a quelqu'un, comme je m'intéresse au deepfake, je vous ai dit, j'ai un client aujourd'hui qui m'a appelé pour ça. J'ai commencé à m'intéresser sur ça. Et évidemment, j'ai découvert qu'il y a un chercheur en Allemagne qui a avancé la recherche sur ça. Il a publié un paper en décembre. Malheureusement, il n'a pas publié les codes sur GitHub. Du coup, je n'ai pas pu aller prendre des trucs. Mais voilà. Mais ce sont des gens, leur boulot, c'est de pousser la recherche. Et évidemment, quand vous êtes chercheur, vous êtes payé. Vous êtes payé pour faire avancer la recherche. Alors, quelques conseils, si jamais ça vous intéresse, de vraiment être les grosses têtes de l'IA, être les Yann LeCun, vous avez entendu parler de Yann LeCun? C'est les pères de l'intelligence artificielle ici en France. Il siège au conseil d'administration de Facebook, ici en France en plus. Si c'est ce qui vous intéresse, mon conseil, c'est choisir un sujet de recherche qui vous intéresse. Trouver les limites des modèles, des choses que vous ne pouvez pas, qui ne donnent pas des réponses satisfactoires à ce que vous faites, mais un domaine de recherche qui vous intéresse. Et après, comme tout dans la vie, il faut aller les vendre. Parce que ça, c'est un projet de recherche. Et si vous les vendez comme les tels, vous pouvez aller voir les grandes écoles, l'école des mines, je pense que même à l'école 42, je pense qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer pour faire pousser la recherche et avoir des papers publiés au nom de l'école 42. Je ne sais pas, il faut voir avec un vrai, mais il y a des choses qui peuvent... Si vous avez un projet, une idée intéressante, vous pouvez la proposer et vous pouvez la vendre. Et n'ayez pas peur, allez voir Microsoft, Google, Amazon, tous ces gens-là, parce que derrière, ils vont peut-être déposer un brevet. Ils vont faire des milliards de dollars. Si vous leur dites, vous me payez 4 000, 5 000 euros par mois et j'ai fait ça pendant 3 ans, est-ce que vous avez les compétences pour les faire ou pas? Je pense qu'ils ne se posent pas la question. Si vous vendez un sujet de recherche intéressant, vous pouvez les vendre. Mais, comme tout dans la vie, il faut savoir les vendre. Ça ne se vend pas tout seul. C'est à vous d'aller les chercher. Vendez votre projet à des organismes susceptibles de l'acheter. Pas seulement, encore une fois, les universités, etc., mais aussi les gros du cloud, les géants de l'informatique. Des questions jusqu'à maintenant? On a parlé d'emploi, on a parlé de recherche. Des questions? OK. On va parler freelance. Chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est ce que j'ai fait. Et c'est un monde où j'ai bouge. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'étais freelance depuis l'âge de 17 ans. J'ai fait des missions. J'ai fait des logos, des choses comme ça pour les clients en Colombie quand j'étais. Alors, j'ai envie de citer 2 personnes avec lesquelles je travaille. J'ai eu la chance de travailler, de collaborer. Alors, l'un s'appelle Gene Kogan, très influent dans le monde du machine learning. Gene Kogan, il habitait en Allemagne, maintenant il habite aux États-Unis, il habite à New York. Et en fait, il fait pas seulement des missions, et un de ses clients, c'est Google. C'est-à-dire que Google lui achète des logiciels, ils lui disent on a besoin de ci ou ça, et il fait des missions pour Google. Mais en plus, il anime des conférences, il anime des ateliers. Il fait beaucoup de choses avec l'art. Gene, il fait beaucoup d'émissions dans l'art. Et du coup, il apprend aux artistes, il apprend aux musiciens à générer la musique, à générer de l'art, à générer des choses, à faire des choses intéressantes artistiques. Et les artistes, pas forcément informaticiens, ils sont pas forcément, ils connaissent pas Python, ils connaissent pas tout ça. Mais lui, il va les aider. Et il va animer des ateliers comme ça. J'aimerais bien faire venir Gene et vendre ses ateliers ici à Paris. S'il y a suffisamment d'intérêt, je vais les faire parce que c'est cher. Lui, c'est quelqu'un de très cher, c'est quelqu'un de très influent. Mais j'aimerais bien les faire venir et organiser des conférences pour les artistes ou même pour vous. Mais voilà, il faut juste qu'il y ait suffisamment de masse pour attirer quelqu'un comme lui parce qu'il est cher. Mais il est très très bien, il est très ouvert, vous pouvez le contacter, il va répondre à votre email. Il y a une autre personne que j'ai contactée récemment pour les projets deepfake qui s'appelle Alexandre Cour. Il est en Allemagne. Et en fait, lui, il fait les deepfakes. Il est spécialisé dans la vidéo. Et du coup, il va coller une image, une fausse image à une vraie image. Ce qu'on appelle les face swap. Où il y a aussi les face control, c'est contrôler les visages. Il fait des choses super intéressantes. Et on est en train de travailler avec lui pour voir si on peut répondre à la demande de mon client par rapport à ça. Quelqu'un de super intéressant, Alexandre, il n'est pas ingénieur non plus à la base, il est artiste. Mais quand les deepfakes est venu, il s'est intéressé au truc, il a dit je vais apprendre à coder en Python. Il a appris tout seul et maintenant il fait ça, entre autres.
Alors, si vous voulez vous lancer dans les freelances, quelques conseils. Alors, les premiers, c'est un focus sur votre portefeuille des projets et ou votre compte GitHub. Parce que la seule façon pour un client potentiel de savoir si votre travail est intéressant, c'est de les voir. C'est de voir des exemples. Quelqu'un ne va jamais travailler avec vous si vous ne lui montrez pas des exemples de projets. Alors, il faut avoir un catalogue, un portefeuille des projets, même si c'est les choses que vous faites à l'école. Ce n'est pas grave. Vous faites 2-3 projets à l'école, vous en faites tous les temps, je suis sûr. Mettez-les dans un site web et faites un portefeuille des projets. Ou un compte GitHub, dans lequel les gens peuvent venir voir votre code. Encore, si vous avez un projet GitHub et que c'est vraiment intéressant et que tout le monde se connecte, tant mieux. Ça, vous générez du nom. Ça, c'est la chose la plus importante. Le deuxième, travaillez les compétences commerciales. Parce que vous êtes freelance, vous êtes vendeur. Vous savez, en plus de toute la compétence machine learning et technique que vous devez avoir, en plus, il faut aller chercher les clients. Car les clients ne viennent pas à vous au début. Mais il faut avoir une énergie pour aller parler avec les clients, pour aller les chercher, pour aller les trouver, pour aller les prospecter. Quand on fait freelance, il faut faire des devis. Il faut faire faire les devis, faire les projets, avoir un CRM, avoir des leads. C'est tout le boulot d'un commercial. Et c'est vous qui les faites. Vous ne pouvez pas embaucher un commercial pour faire ça. C'est votre boulot. Trouvez vos clients. Une fois que vous avez établi une image, les clients, si ça se passe bien, si vous êtes bon, ils vont venir à vous. C'est les bouche-oreilles. Mais c'est primordial d'être commercial quand on est dans ces domaines. En tout cas, quand on est entrepreneur, il y a quelqu'un qui disait on est obligé d'avoir 3 casquettes. La casquette technique, savoir ce qu'on fait. La casquette commerciale, il faut savoir les vendre. Et aussi la casquette gestion. Parce que toutes les notes de frais, tous les trucs, tous les paiements, en fait, c'est très important. Si vous ne les faites pas, vous perdez l'argent. Une société, c'est l'argent. Du coup, voilà, ça c'est un peu les conseils que je peux vous donner si vous vous lancez dans le monde de freelance. C'est un monde où vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Et ça peut devenir aussi un cabinet de conseils. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez suffisamment d'activités, vous pouvez dire, je prends des freelances qui fassent pour moi et qui vont faire ensemble, etc. Ça peut évoluer et ça peut aller très, très loin. Oui, Henrik. J'aurais une question. Par exemple, quand on manque de compétences techniques avec TensorFlow, on peut trouver des MOOC ou des tutoriels. Quand on sent vraiment qu'on n'est pas très, très bon pour justement vendre et qu'on n'a pas de compétences commerciales, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de monter en compétences, outre aller se présenter à des clients puis mal faire? Alors, la première chose, c'est avoir un portefeuille. Et ça, vous n'avez pas besoin de parler avec personne, mais vous faites un portefeuille des projets et vous les mettez en ligne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça ne vous coûte rien. Envoyez un post sur LinkedIn, à votre réseau ou sur Facebook. Dites, à partir d'aujourd'hui, je fais des missions en freelance, par exemple, le traitement du langage naturel. Alors, la matière et vos contacts, vous ne comprenez pas ce qu'il c'est. Vous mettez tout simplement AI. Je fais l'intelligence artificielle en freelance. Et vous balancez votre portefeuille. Je trouve qu'il y a une personne qui va peut-être parler avec une autre personne, mais ça, c'est déjà une démarche commerciale. Il faut en parler. C'est les B.A.B.A. Évidemment, si vous êtes bon, vous allez aller au-delà d'envoyer un mail à vos contacts. Mais la démarche commerciale, bon après, il y a des sessions, vous pouvez vous faire coacher, vous pouvez apprendre. Les compétences commerciales, ça s'acquiert. Comme les compétences d'orateur, comme les compétences techniques, comme les compétences de tout dans la vie, ça s'acquiert. Mais il faut vous intéresser, il faut les acquérir. Si vous dites, je n'ai pas envie de vendre, les freelances, ce n'est pas pour vous. Il faut vendre. On vit de ça. Oui. Alors, je me demandais, vous disiez, on trouvait des clients, aller les démarcher. Mais où est-ce qu'on les trouve? Enfin, comment est-ce qu'on arrive à deviner que quelqu'un a besoin de quelque chose alors qu'on ne connaît pas sa boîte, on ne connaît pas ses besoins, on n'a pas de contact? Alors, la première chose, c'est qu'il y a des plateformes. Des plateformes où on va venir chercher du talent. Là, je ne les ai pas mis ici, mais il y a plein de plateformes comme... Bref, sur Internet, il y en a une qui s'appelait Elance à l'époque, où il y a des plateformes où vous pouvez aller poster votre profil et dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça, c'est déjà une démarche commerciale. C'est pas une démarche commerciale proactive, mais c'est déjà la montrer au-delà de votre site web. Mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire parlez-en autour de votre réseau. Vous en parlez, vous avez un oncle qui travaille chez BNP Paribas, vous lui dites j'ai fait de l'AI. C'est sûr qu'il y a quelqu'un chez la BNP Paribas qui ça va l'intéresser. Ce qui est intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est que c'est quelque chose qui suscite des passions. Ça intéresse tout le monde. Vous dites j'ai fait des sites web, bon, ça intéresse personne. C'est pas très passionnant. Vous faites du cloud, ouais. Vous faites de l'intelligence artificielle. Oh, mon Dieu, mais c'est quoi ces trucs? Mais c'est les robots qui vont nous envahir, qui vont anéantir la planète. Ça réveille la curiosité des gens. Du coup, profitez de ces momentum qu'on a aujourd'hui. Parce que l'intelligence artificielle, ça fait déclencher des conversations. Profitez de ça.
C'est mon point de vue. Et puis parlez sont autour de vous, faites des sites web, faites des choses, faites des démarches LinkedIn, envoyez des emails. En fait, bon, après, si ça vous intéresse la partie commerciale, je peux vous aider un tout petit peu, mais cherchez des partenariats, allez parler les grosses boîtes, des consulting, les Deloitte, les machins, les tout ça, et vous leur dites, j'ai fait de freelance en AI, si ça vous intéresse, voici mes contacts. Ces gens-là, ils sont des projets tous les temps. Du coup, c'est une bonne façon aussi de trouver des projets. Ouais. Juste, ok, non, merci. non. Voilà. Autre question? Bon. On va parler du métier du formateur. C'est un métier super intéressant aussi. Il n'y en a pas ici à l'école 42 parce qu'il n'y a pas de formateurs. Mais c'est un métier, mis à part l'école 42, on a besoin des profs partout, un peu partout dans le monde. Alors, les formateurs, ça veut dire que vous savez l'intelligence artificielle, vous savez faire, mais vous savez choisir de partager vos connaissances. C'est une mission noble. Je vous félicite. Si vous choisissez ce chemin, je vous félicite parce que c'est une mission noble. Et il y a plein de façons de les faire. Alors, les plus logiques, enfin les plus faciles, ou un des chemins, c'est les MOOC. Coursera a été fondé par Andrew Ng, et lui, il parle en ligne. Alors, l'avantage, c'est qu'il parle à des millions de personnes qu'il ne connaît même pas, parce qu'il a fait les cours une fois, il a enregistré, il les met en ligne. Mais c'est une façon de partager ses connaissances. Udemy, c'est un autre MOOC sur lequel vous pouvez proposer des cours. C'est-à-dire que vous les proposez, vous les enregistrez, vous définissez un prix, et après, les gens, ils vont venir, et s'ils s'achètent, vous allez gagner de l'argent sur ça. Udemy va prendre une commission, mais vous allez gagner de l'argent sur Udemy. Et après, il y a, plus en France, plus proche de nous, il y a Open Classrooms. C'est aussi un MOOC où vous pouvez aussi proposer des formations. Les choix, ce n'est pas que les formations qui sont déjà là. Vous pouvez venir, les contacter et dire « j'ai envie de faire un cours d'intelligence artificielle, des traitements du langage naturel, de je sais plus quoi ». Et c'est sûr que ça les intéresse. Et vous allez gagner une commission si vous choisissez de faire un truc payant. Après, il y a les universités qui commencent à s'intéresser de plus en plus. Alors, les MIT, aux États-Unis, il a dit qu'il voulait lancer une école d'intelligence artificielle. Ils ont consacré un budget de 1 milliard de dollars. Ça va être ouvert en 2022. Mais ils ont consacré un budget de 1 milliard de dollars, vous imaginez? Alors, les besoins en prof, c'est colossal. Et il n'y a pas beaucoup de talents. Alors, allez aux États-Unis, parlez avec les MIT, vous leur dites, je sors d'école 42, je sais faire ci, est-ce que je peux donner des cours, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ou vous n'avez pas forcément besoin d'aller en la France. ESSEC, aujourd'hui, une belle école ici, il commence à proposer des cours d'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas seulement pour les ingénieurs. ESSEC, il propose un master, un MBA pour les managers, et c'est pour leur apprendre l'intelligence artificielle, pas tant TensorFlow et tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et là, il y a un marché, vous n'imaginez pas. Les gars non techniques, qui s'en foutent de TensorFlow, mais qui veulent comprendre ce qu'on peut faire avec des l'IA, c'est mon quotidien. Et je vous dis, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Il y a un marché énorme à faire sur ça. Plus je connais les profs qui fait les SEC, il s'appelle Stéphane Roder. C'est vraiment un marché à exploiter. L'IA pour les gars non techniques. Après, il y a les formations B2B qui sont juteuses. Parce que là, on parle 1000, 2000 euros la journée. C'est ça ce qu'ils facturent. Segos, c'est les leaders des formations professionnelles en France. Ma femme travaille là-bas. Et il y a aussi une autre société qui a été fondée par une amie à moi qui s'appelle Laure Bourgois, qui s'appelle Codata School. Codata School, c'est une société aussi qui fait formation B2B. Et ils s'apprennent aux gens TensorFlow, Hadoop, Scala, Java, etc. Et ce sont des formations de 2-3 jours, des outils pour les équipes de développeurs en interne, pour qu'ils s'apprennent à faire des choses autour de la techno, des nouvelles techno. Une belle initiative et elle est en train de cartonner avec son Codata School. Et après, il y a une autre initiative avec laquelle je suis personnellement investi qui s'appelle Viva Data. C'est un programme, un bootcamp de formation de 3 mois intensifs pour apprendre l'intelligence artificielle. Et c'est un programme, c'est vraiment un bootcamp pour apprendre l'IA de zéro. Et si ça vous intéresse, à la fois, soit pour participer, soit pour venir joindre l'aventure, contactez-moi. J'ai mis un URL, je l'ai mis un peu partout, je vais le donner à la fin. C'est un URL dans lequel vous pouvez, il y a un formulaire de contact, vous me mettez envoyer un email et on en parle, parce que c'est, avec des fondateurs de Viva Data, je suis assez proche et on travaille, et je donne des cours, et c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens aussi, les bootcamps d'accélération, comme j'ai fait 3W Academy il y a quelques années. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui plaît. Alors, quelques conseils si vous voulez vous lancer dans les métiers de formateur. Pensez à votre proposition de valeur. Qu'est-ce que vous pouvez apporter que personne d'autre peut proposer? Est-ce que c'est un outil? Est-ce que c'est une façon de penser? Est-ce que c'est répondre à une problématique? C'est sûr que si vous trouvez ce que vous pouvez faire, et vous savez bien les vendre, vous pouvez les vendre à n'importe quelle école. Moi-même, je connais des écoles ici en France, des écoles d'ingénieurs,
qui ont du mal. Ils me disent, si vous trouvez des profs en machine learning, dites-moi s'il vous plaît, parce qu'on a vraiment besoin. Et moi, j'en connais pas mal qui sont dans ces cas. Du coup, c'est une piste, c'est devenir prof ou devenir enseignant. C'est une piste très intéressante et très noble. Mais il faut aussi travailler aux compétences commerciales. Parce que être prof, moi, mon conseil, c'est pas être prof dans une seule université, au moins que ça paye très bien. Mais être prof dans différentes universités, pour faire du réseau, faire un peu plus de réseau. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Oui, Henrik. Est-ce que les universités et les écoles d'ingénieurs ont des exigences de diplôme pour qu'on puisse enseigner des cours dans leur institution? Moi, j'ai envie de dire dans les machine learning, non, parce que c'est très récent. C'est sûr que si on veut faire prof en finance, on va demander, on est plus exigeant, parce qu'on demande d'avoir déjà un parcours et, je sais pas, 10 ans d'expérience dans tout ça. Mais les machine learning, c'est récent. Si vous y apprenez, vous savez une compétence que personne n'a dans les marchés. Alors oui, ils veulent demander des diplômes, ils veulent demander tout ça, mais puisqu'ils sont du mal à retrouver, allez-y. C'est un marché qui est où il y a une pénurie des talents. Du coup, il faut vous lancer. Ça répond à la question, Henrik? Oui, merci. Alors, une autre piste très intéressante, c'est la start-up. C'est vous dire, j'ai une idée de start-up, j'ai les Uber de X ou l'Airbnb de Y et j'ai envie de les lancer. Bah, allez-y. La start-up, par contre, j'ai envie de vous dire un truc. D'après une étude des MMC, que c'est un cabinet de venture capitalistes en Angleterre, 40% des start-up en Europe qui disent faire de l'IA, ils ne font pas de l'IA. C'est juste du marketing. Une société, une start-up, il fait de l'IA, mais en fait, ils ne font rien. Mais voilà, c'est plus du marketing, et puis ça fait vendre, et puis ça suscite l'intérêt. Je ne culpabilise pas, parce que c'est intéressant. Mais moi, quand j'ai fait les conférences, j'ai mis le mot intelligence artificielle, ça vend plus, ça remplit des salles. J'ai dit machine learning, les gens connaissent un peu moins. Si statistique appliquée, bon. Intelligence artificielle, ça plaît, oui. C'est plus pour compléter un peu sur les startups. Je pense que le système économique des startups fait que les startups ont envie de proposer des POC, des proof of concept. Donc rapidement, en une semaine, tu fais un POC que tu peux montrer à un investisseur. Mais du coup, c'est de l'IA rapide qu'ils veulent. Mais il faut faire attention à ces projets-là qui peuvent être un peu faibles, qui ne sont pas vraiment complets. Et du coup, voilà, moi, ça ne m'étonne pas ce chiffre de 40%. Je pense qu'il y en a même plus, parce qu'il y a beaucoup de marketing. Tout à fait. Oui, merci pour les commentaires, c'est sûr. Et puis, il y a des sociétés, moi j'en ai vu, qui c'est juste du repackaging d'une API de Google. Google, il fait déjà la reconnaissance vocale, du coup, ils les mettent dans leur site web, ils font un call à l'API de Google, ils les font et les vendent. Mais ça existe. Moi, j'en ai vu des boîtes qui font ça. Bon. Mais c'est une idée de start-up. Après, je ne suis pas là pour juger. En tout cas, les startups, j'ai envie de parler des deux startups. L'une, c'est française, c'est une boîte qui s'appelle ICMOV. Je connais les patrons. Alors, les patrons d'ICMOV, il s'appelle Jérôme Devos. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est vous dire qu'il a quelqu'un d'école 42 qui travaille avec lui, qui s'appelle Ludovic Mentiller. C'est quelqu'un qui a passé par ici, par l'école 42. Quand je lui ai dit que je faisais cette conférence, je lui ai demandé la permission d'utiliser son logo. Il m'a dit oui, je veux plus de talents d'école 42. Il est super content avec Ludovic. Et il cherche des talents. Il est convaincu du potentiel qu'il y a à l'école 42. ICMOV, c'est une société qui fait un boulot qui est répétitif quand on est commercial. Quand on est commercial, on est obligé de prospecter. Du coup, on est obligé de faire un email sur LinkedIn, on trouve la personne, et on va être obligé de dire, on ne va pas envoyer les emails, je fais ci, je fais ça, contact. On va essayer de les personnaliser. J'ai vu que vous aviez fait poster tel truc, que vous vous intéressez à telle thématique, moi aussi, alors c'est super intéressant, quand est-ce qu'on peut en parler? Mais ça, on va les faire évidemment avec 2000 personnes. Et ça prend du temps, c'est chronophage. Lui, il a fondé une startup qui fait ça, qui fait cette rédaction de ces emails pour vous. Et c'est super intéressant parce que c'est la prospection. Et ça, c'est une boîte qui est en France, qui est intéressante, et c'est vraiment de l'intelligence artificielle, du machine learning, du traitement du langage naturel, appliqué à une problématique métier, que c'est les commerciaux passent du temps à faire ça. Il y a une autre société très intéressante aussi qui s'appelle DataRobot. DataRobot, c'est une boîte qui me plaît beaucoup, ils sont aux États-Unis. DataRobot, ce qu'il fait, c'est qu'il automatise les travaux de l'ingénieur machine learning. Je m'explique. Quand vous êtes ingénieur machine learning, on vous donne, ou data scientist, on vous donne un dataset, on vous dit trouvez un modèle, faites un prédicteur, etc. Et on va faire que les prédicteurs soient les mieux possibles, qu'ils marchent les mieux possibles. Lui, on va mettre les datasets, on va appuyer sur un bouton, il va entraîner 400 modèles, il va les comparer et il va regarder quel est le meilleur. Il va dire voilà votre modèle. Il va automatiser les boulots de machine learning. Du coup, c'est super révolutionnaire. Parce que même les machine learning, on est en train de l'automatiser, vous imaginez? Mais c'est hallucinant. Et ça, c'est une boîte qui est aux États-Unis. Je pense qu'ils sont assez précurseurs. Je pense même qu'ils sont assez tôt.
dans les marchés. Parce que machine learning, déjà, les gens ne savent pas ce que c'est. Data scientist, moins, enfin un peu. Et maintenant, ils sont en train d'automatiser ce travail. À mon avis, ils sont un peu tôt. Mais par contre, c'est une techno révolutionnaire. Par contre, c'est super cher. C'est très, très cher. C'est vraiment OK pour les grosses entreprises. Mais c'est une belle techno. Et ils viennent souvent à Paris, ils font des salons, ils s'expliquent leurs trucs. C'est une belle boîte, une belle start-up. En tout cas, mes conseils personnels, parce que j'ai vécu, c'est mon vécu, si vous voulez lancer dans les mondes des startups, j'ai quelques conseils à vous donner pour avoir raté quelques startups. Les premiers, ne partez pas d'une idée. Une startup, ce n'est pas une idée. La toute première chose, partez d'une verticale ou d'une problématique qui vous intéresse, sur laquelle vous avez une expertise particulière. Spotify, Deezer, ces applications qui ont révolutionné un monde, ce n'est pas des gens qui savaient coder, qui se sont dit on va faire ça. Ce sont des gens qui, avant tout, ils étaient dans l'industrie musicale, ils savaient les contacts, ils savaient comment ça marchait, et ils se sont dit on va faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On a une expertise métier. Moi, il y a quelques années, j'ai voulu lancer une startup qui allait révolutionner le monde de l'immobilier, sauf que je n'ai jamais eu travaillé en immobilier. Je me suis dit, bon, j'ai loué 10 appartements à Paris, c'est bon, j'ai fait les tours, je connais le secteur immobilier. Ça ne marche pas comme ça. Si on connaît une industrie, on peut faire des choses. On connaît les règles de cette industrie. Du coup, choisissez une verticale, une problématique, soit ça vous intéresse, soit vous y connaissez. C'est la première chose. Deuxième, cherchez des associés. Une startup, ce sont des gens. Ce n'est pas une seule personne. Une startup, c'est un projet, une association. Par son mot lui-même, association, c'est une société de personnes. Trouvez des gens qui sont sensibles à la problématique qui vous intéresse. Est-ce que c'est l'écologie? Est-ce que c'est l'industrie musicale? Est-ce que c'est l'immobilier, comme moi il y a quelques années? Trouvez des gens qui sont sensibles à ça. Et pour ça, il y a plein de trucs. Il y a des startup week-ends, il y a des meet-ups, il y a des conférences. Vous pouvez trouver des gens, ils sont autour de vous. Juste trouvez les gens qui sont intéressés et qui veulent s'attaquer à cette problématique. Et oubliez votre idée. Laissez tomber votre idée. Je pense que l'idée, c'est ça. Non, laissez tomber. Ce n'est pas vous qui allez donner l'idée. C'est les clients qui vont vous donner l'idée. Ça s'appelle la méthode Lean Startup. Ce n'est pas vous qui imposez votre idée. C'est vous écoutez les clients. Vous vous intéressez à l'immobilier? OK. Au lieu, moi, ça m'est arrivé. J'ai codé une solution pendant 8 mois. Et en fait, personne n'avait besoin de ça. Après, je suis allé parler. J'ai fait 40 entretiens avec des propriétaires et j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Et c'était après. J'aurais fait les choses inversement. J'aurais peut-être une start-up dans l'immobilier qui aurait marché. Du coup, vraiment, ce qu'il faut faire, c'est écouter les clients. Ce n'est pas votre solution, c'est la leur. Parce que vos clients, ils sont déjà en problématique, mais ils sont déjà en solution. Avant que vous n'y arriviez, ils ont déjà résolu ces problématiques. Du coup, allez chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça marche pas, quelles sont les problématiques qu'ils ont. Et c'est ça ce qui va vous donner la vraie idée de start-up. C'est mon conseil. N'ayez pas peur d'itérer et de pivoter. Vous partez d'une idée, mais l'idée, elle change. Moi, il y a 1 an, je me suis dit, je vais monter un cabinet de conseils en machine learning. Et il se trouve qu'en fait, les business, ce n'est pas tant les conseils, c'est les conférences. En tout cas pour moi. Mais ça, c'est moi qui l'ai découvert petit à petit. Du coup, je suis en train de pivoter moi-même. Il se trouve qu'en fait, soyez flexible. Vous partez d'une idée, n'ayez pas peur de changer l'idée, de changer, l'itérer et de pivoter. Parce que c'est ces pivots-là, c'est ça qui va faire la réussite de votre startup. Et une dernière chose, même s'il y a des gens qui vont nous dire que c'est faux, il faut partir avec du capital. Un capital de démarrage, c'est super important. Parce que vous pouvez avoir la meilleure équipe, les meilleures intentions, les meilleures connaissances dans le marché. Si vous ne savez pas des sous, c'est très difficile. Moi, pour ma société, quand j'ai avancé vite, c'est quand j'ai payé quelqu'un pour faire un truc. Quand on paye des gens pour faire des choses et qu'on ne se dit pas je vais faire tout seul, ça va plus vite. On paye un professionnel pour que... Vous faites des sites web, vous n'êtes pas spécialiste des sites web, mais vous pouvez les faire en 3 mois. Payez quelqu'un qui les fasse en 2 semaines. C'est mieux. Vous allez plus vite. Il faut quand même un capital de démarrage. Voilà, ça c'est mes conseils par rapport à la startup. Oui, juste pour le capital de démarrage, c'est super important quand on veut emprunter à des banques, parce que en fait, c'est ce qu'elles regardent en fait. Donc elles vont regarder, elles vont dire, on te prête 50% de ton capital de démarrage. Donc si tu as juste mis 10 €, tu as 5 €. Voilà. Et donc si tu as mis 20 000, ils font OK, on est capable de prendre le risque de 20 000 €, on peut te prêter 10 000. Alors, moi, je pense que les capitales, il y a différentes façons de financer sa start-up. Moi, les capitales, il ne faut pas aller les chercher ailleurs. Pour moi, les capitales, c'est vous. L'argent que vous savez dans votre compte bancaire. Ou les capitales, ce qu'on appelle les fonds propres, c'est pas ton propre, c'est votre parent.
c'est vos oncles, c'est vos amis. C'est ça ce qui va faire le capital des démarrages. C'est l'argent que vous savez, vous et vos connaissances. Allez pas demander aux banques. Les banques, ils vont pas vous prêter. Les banques, ils vont vous donner l'argent que si vous savez déjà un business model, que vous savez déjà 10 ans d'expérience, que vous montrez qu'en fait, si avec X, vous savez remonter des Y vos ventes. Mais une startup, vous savez pas des ventes. Du coup, les banques vont pas vous prêter. Les business angels vont pas jamais vous prêter tant que vous savez pas valider un business model. Peut-être je peux faire toute une conférence sur les levées des fonds parce que je suis passé par là. Mais c'est cherchez d'abord à commencer avec votre argent à vous. Et les fonds que vous avez, les petites économies que vous savez. Mais si vous êtes prêt à mettre ça, vous savez déjà un capital de démarrage. Je ne dis pas qu'il faut commencer avec 200 000 euros. Il faut commencer avec quelque chose, un peu. C'est super important. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, moi, ma question concerne en fait la réalité d'une start-up aujourd'hui en France. Est-ce que c'est vraiment un modèle qui est encore réellement viable en fait, hein? C'est-à-dire voir... Est-ce que vraiment il est possible aujourd'hui de créer une start-up en France qui puisse fonctionner? Parce que vu la concurrence, vous venez de l'évoquer là, par exemple, bon, le fait que si vous avez besoin de faire traiter quelque chose, si vous n'avez pas la compétence ou bien que ça coûte moins cher, vous faites traiter ailleurs. Donc la réalité aujourd'hui est quand même que bon, il y a quand même la sous-traitance qui se passe dans des pays tels que dans des pays émergents, comme on dit. Donc ça complique d'abord un peu la chose aussi dans ce domaine. Et il y a aussi le fait qu'en France, à un moment donné, moi j'ai le souvenir, hein, dans les années 2000, bon, c'était des années de l'éclosion des startups. On en a créé, j'ai travaillé dans une startup qu'on avait créée nous-mêmes, hein, ça fonctionnait très bien. Mais il y a eu à un moment donné, toutes les entreprises ces startups ont été phagocytées par les grosses entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous créez quelque chose et que vous voulez le vendre, aujourd'hui c'est très difficile en France quand vous êtes une startup. C'est-à-dire que vous n'avez pas la confiance en quelque sorte. Non, pourquoi? Parce que très souvent, il faut être porté par une grosse société. Donc souvent, ce qui se passe, c'est que celui qui a développé son outil va aller le vendre à une société genre Steria, pour citer la dernière boîte de laquelle j'ai travaillé, parce que Steria a une crédibilité vis-à-vis des grosses boîtes. Parce qu'il y a le référencement, voilà. Le mot référencement, donc on va vous demander, est-ce que vous êtes référencé? Comment une start-up arrive à se faire référencer aujourd'hui en France? C'est une question. Moi, j'ai dit que les startups, c'est pour toute la planète. On a besoin de créer des nouvelles choses. Et la preuve, c'est qu'en France, il y a des startups. Blablacar, Criteo, toutes ces boîtes sont nées en France. Ce sont des unicornes. Après, la réalité des startups, il y en a beaucoup qui se cassent la tête. Et ça, c'est normal. Parce que même ici, vous, l'école 42, c'est pas tous les mots qui rentrent. C'est juste les meilleurs. Vous savez passer des examens, vous savez passer des concours, vous savez des trucs. Et il y a que les meilleurs qui passent. Dans le monde des startups, c'est la même chose. C'est une course. C'est sauvage. Mais c'est possible, et bien sûr que c'est possible d'innover. Et on peut faire monter une start-up sans se faire racheter par d'autres, on peut le faire. Et on peut trouver des financements, on peut faire beaucoup de choses. Après, pas tout le monde réussit. Et monter une start-up, c'est pas seulement les rêves. Monter une start-up, c'est aussi la partie gestion, c'est aussi la partie chercher des clients jour et nuit. C'est beaucoup de choses. On imagine qu'une start-up, c'est avoir un canapé rouge dans un bureau à Sentier, c'est pas ça. Une start-up, c'est surtout trouver des clients. Une start-up, ça commence même pas avant la techno, c'est les clients. Trouver des clients. Vous savez pas des clients, vous développez rien. C'est pas coder pour vendre, c'est vendre pour après coder. Ça, c'est une start-up. Mais bon, dites-moi. Oui, justement, là, c'est sur ce point-là, par exemple, je ne partage pas votre point de vue. Comme vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas... C'est votre point de vue que vous avez donné. Mais par exemple, au niveau de la start-up, justement, la force d'une start-up, c'était de proposer. C'est-à-dire qu'on n'attend pas ce que le client vient de vous dire, vous devez faire ceci. Non, justement, la start-up, parfois, ça partait d'une idée. C'est-à-dire d'une idée que quelqu'un trouvait, se disait... Ça n'existe pas. Justement, je vais essayer de mettre ça en place et ça va générer quelque chose. Il y a des idées, des startups qui sont parties de ça. Et même aujourd'hui, peut-être que s'il y a des développements de startups dans d'autres planètes, c'est justement parce que ça part d'une idée, on suscite l'idée, le besoin. Alors que, pas toujours, ça ne marche pas toujours, je suis tout à fait d'accord. Mais si on se dit, bon, voilà, on va attendre parce que le client, c'est le client qui va vous déterminer dans ce que vous avez envie. Ça enlève quelque chose de l'innovation, de la créativité. Enfin, c'est mon point de vue. Alors, il y a deux approches. C'est soit produire pour créer, pour vendre. Moi, je pense plus vendre avant pour générer, pour faire quelque chose. Pour moi, les logiciels, on les développe, on fait une ligne de code, c'est quand on veut automatiser quelque chose. J'ai un exemple. J'ai fait des conférences toutes les semaines. J'ai fait vraiment toutes les semaines des conférences. Faire des conférences, pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est les mettre sur mon site web, faire un formulaire, envoyer des mails de relance, les mettre sur Meetup, les mettre sur Eventbrite. S'il y a un truc qui change, les changer un peu partout. Et faire une bannière, en plus, avec Photoshop et tout ça. C'est au moment que j'ai fait ma 10e conférence que j'ai dit, j'en ai marre, c'est pas possible. C'est trop de travail. Je sais coder, je vais coder. Et j'ai fait un logiciel pour moi.
Il y a un an, j'aurais même pas imaginé que ce logiciel, il pourrait exister. Je l'ai fait parce que j'ai automatisé un besoin que j'avais, que j'ai ressenti moi-même. Aujourd'hui, si ça s'est fait, je suis sur mine d'or et que c'est un logiciel qui peut profiter à d'autres gens qui font la même chose que moi, les conférences industrialisées. Si ça s'est fait, c'est ça. Mais c'est quelque chose que j'avais jamais imaginé. C'est parce qu'on a un vrai besoin qu'on code. On ne commence pas en startup par coder, construire quelque chose, pour après voir si les gens veulent l'acheter. Ne tombez pas dans cette erreur que j'ai faite. C'est mon conseil. Encore une fois, je ne suis pas détenteur de la vérité. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon vécu. La première chose pour trouver une startup, c'est des clients. Des clients qui vous disent, si vous faites ça, je vous achète ça. Ça, je l'achète. Et après, vous les faites. C'est avoir un carnet de commandes. Et ça, c'est la méthode Lean Startup qui s'appelle, c'est pas moi qui l'ai inventé. Monsieur. Je prends un bel exemple qu'on connaît très bien aujourd'hui en France qui marche très bien, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, quand il a été créé, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, peut-être, ouais, à peu près, 15 ans peut-être. Bien sûr que tout le monde rigolait. Tout le monde rigolait du Bon Coin. Déjà, rien que le nom, ça faisait rigoler tout le monde. Mais quand cette personne a commencé, mais ça n'a pas fonctionné tout de suite. Mais lui, il est parti de cette idée. Donc, justement, c'était aussi l'idée des startups dans ces années-là. C'est de dire, bon, ça n'existe pas. Je vais proposer, je vais vendre, je vais le faire marcher. Puis aujourd'hui, c'est un des meilleurs exemples de réussite à la française, quoi, dans ce domaine-là. Donc, je pense aussi que c'est parce que, bon, il y a vraiment dans les années, moi je pense aux années 2000, il y avait vraiment l'éclosion des startups, ça a très très bien fonctionné. Nous, moi j'ai travaillé, on a créé à 3 potes, trois copains, on faisait le traitement d'adresses, on vendait les adresses dans des entreprises, c'est-à-dire qu'on récupérait les adresses de comment on appelait ça, de France Télécom à l'époque. Donc on les prenait, il y avait des carnets des adresses, on les retravaillait, on les recodait, on les formalisait, puis on les vendait. Moi au début c'est parti d'une idée de quelqu'un, d'un copain, mais on n'avait pas idée que ça pouvait fonctionner. Et ça a très bien marché. On a été racheté après par Axiom, la société Axiom qui est une société américaine. Mais justement, c'est ça qui a tué les startups en France à un moment donné, parce que dès que ça a commencé à fonctionner à un moment donné, il y a eu un OPR, en quelque sorte. Bon, on a proposé l'argent au copain. Bon, il n'a pas su dire non, il a pris. Puis après, bon, la boîte a été rachetée, mais sauf que la boîte n'est même pas restée en France. Après, elle est partie en Angleterre. Mais je pense que c'est bien, mais je pense qu'on peut parler après, parce que là, l'objectif, c'est pas un cours de comment monter sa startup, c'est des conseils de comment on peut gagner la vie avec des l'IA. Après, par contre, si vous pouvez, on peut échanger un peu plus sur des conseils des startups. Voilà, c'est juste des conseils en tout cas. Encore une fois, je profite pour lancer, je suis en train d'organiser avec d'autres personnes qui sont proches, qui sont dans les design thinking et d'autres méthodologies intéressantes, un startup week-end, fin mai. Si ça vous intéresse de participer, il y a un lien aussi, je vais vous le donner à la fin, c'est les mêmes liens, c'est les mêmes formulaires partout. Si ça vous intéresse de participer au Startup Weekend, l'idée c'est de trouver la startup et trouver les associés et monter une startup dans l'IA, inscrivez-vous. Alors, maintenant je vais parler des concours. On a presque fini. Alors, les concours, vous en avez entendu parler, et Amric il va vous en parler, mais c'est l'idée, il y a des plateformes comme Kaggle, il y a des plateformes comme Numerai, et il y a des plateformes comme Innocentive. Et il y en a d'autres encore. Ce n'est pas exhaustif cette liste. Et l'idée, c'est que ce sont des gens qui vont poster des concours. Alors là, par exemple, Airbus, il a besoin de faire un classificateur des images satellitales. Donc, il va poster un dataset et ils vont dire notre performance, c'est X%. Si vous arrivez à dépasser notre performance, vous gagnez un prix de 5 000 €. Mais vous imaginez, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens dans la planète entière, même des logiciels comme DataRobot qui participent. Et du coup, c'est très, très dur de gagner ces compétitions. Moi-même, j'ai participé. Je n'ai pas gagné, évidemment. Mais voilà, c'est très intéressant. Mon conseil, c'est ce type de plateforme. Mon conseil, c'est qu'il faut les utiliser, mais pas comme mode de vie. Parce que tout travail mérite d'être payé. Et que si vous faites ça, votre mode de vie, vous êtes en train de travailler gratuitement. En fait, c'est Airbus ou Banco Santander ou tous ces gens-là qui ont besoin des modèles de machine learning. Ils vont payer que les meilleurs. Vous êtes en train de travailler, mais vous ne gagnez pas d'argent. Et du coup, c'est bien pour apprendre, c'est moins bien, à mon point de vue, pour faire son mode de vie. Parce qu'on fait un métier. On sait pas. Si je vous demandais, faites-moi un logiciel et je paye que les meilleurs, c'est quand même, c'est pas un respect pour votre travail. Je ne le ferai pas. En tout cas, c'est intéressant, c'est surtout pour apprendre. Et une dernière façon que j'ai envie de partager avec vous, de comment gagner sa vie avec l'IA, c'est finalement un peu plus ce que j'ai fait. C'est le métier d'évangélisateur, de parler d'IA. Parce que moi, je connais des choses que la plupart des gens ne connaissent pas. Et leur expliquer ça. Il y a plein de façons de faire. Alors, j'ai un collègue qui s'appelle Stéphane Roder, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les guides pratiques de l'intelligence artificielle dans l'entreprise ». Lui, il vend son livre. Du coup, ça lui crée des revenus passifs. Parce qu'il n'a rien besoin de faire.
Et les livres, ils se vendent tout seuls à la FNAC, sur Amazon, et les gens l'achètent. C'est une façon de gagner de l'argent parce qu'il écrit des choses et il les rend compréhensibles. Et du coup, les gens lui achètent son livre. Vous avez peut-être vu ce mec-là, Siraj, sur YouTube, qui parle de machine learning. Il les parle d'une façon un peu rigolo. Lui aussi, il gagnait de l'argent sur ça. Parce qu'il explique, il a une clientèle un peu plus technique, parce que les trucs qu'il parle, ça ne parlait pas à tout le monde. Mais il nous parle à nous, aux gens qui s'intéressent au machine learning, et il gagne de l'argent parce qu'il a la publicité sur sa chaîne. Et une troisième façon, c'est faire des conférences. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et ça, les écoles, elles payent pour ça. Pas l'école 42, on n'a pas... Mais les écoles, elles payent pour les conférences. Sachez ça. Les écoles sont prêtes à payer si vous êtes conférencier, que vous savez parler, et que ça vous intéresse, et que vous avez la capacité à prendre un sujet complexe et à les vulgariser. Les gens sont prêts à payer pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, moi, j'ai fait une conférence gratuite par semaine sur l'IA. Je vous mettrai les liens ici si vous voulez vous inscrire pour que je vous envoie la liste de toutes les conférences, mais c'est sur les sites web. J'ai fait une conférence par semaine, gratuite. Et après, ça me permet de trouver des conférences payantes aussi. Du coup, c'est quelque chose que je suis invité à faire des tables rondes. Il y a quelques semaines, j'étais chez UPEC, l'Université Paris-Créteil d'ingénieurs. Fin mai, je vais donner une conférence à des MBA au Centre national des arts et métiers, le CNAM. Du coup, c'est un marché. Il y a moyen de gagner de l'argent sur les conférences. Je propose aussi des ateliers. Si ça vous intéresse, ou que vous voulez vous copier l'idée et faire autre chose comme moi, j'ai fait quelque chose, un atelier qui s'appelle Découverte de l'intelligence artificielle. La prochaine session, c'est samedi. Et c'est un atelier qui est fait pour faire les premiers pas dans le monde de l'IA. Ça a un coût de 180 €, que c'est rien, parce qu'en plus, c'est TTC. Et les déjeuners, il est compris. Et la prochaine session, c'est samedi. Stéphanie l'a fait. Stéphanie peut témoigner si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lui demander. Et c'est un atelier qui est censé vous donner les pistes pour comprendre si c'est un monde qui vous plaît ou c'est un monde qui ne vous plaît pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Au moins, ça vous permet de vous dire avant de vous lancer dans des MOOC, des choses comme ça, est-ce que ça vous intéresse? Stéphanie, notamment, ça lui intéressait. Du coup, elle est venue et maintenant, elle fait de l'IA à l'école 42. Je suis très fier. J'ai un autre atelier qui s'appelle Réinventer l'expérience client du secteur du voyage. Alors, si jamais ça vous intéresse de monter une start-up ou d'innover dans le secteur du voyage, on a un atelier qui coûte 30 €. C'est un meet-up, ça ne coûte rien. Et c'est pour repartir avec un prototype d'idée faisable techniquement pour répondre avec l'intelligence artificielle à des problématiques du secteur du voyage, pour les révolutionner. Et la session, c'est le 26 mars, c'est un mardi, de 9h à midi. Tous ces ateliers sont ouverts à des non-développeurs et à non-programmeurs. Il ne faut pas savoir coder pour participer. Si vous savez coder, tant mieux, mais il n'y a pas besoin de coder pour ça. Et pour assister à nos ateliers, il y a la même chose, les petits liens ici. Alors, j'ai envie de vous donner des conseils. Si vous voulez vous lancer dans l'évangélisation, commencez petit. N'ayez pas peur, commencez par un meet-up. Rejoignez un meet-up ou créez vous-même votre meet-up. Créer un meet-up, c'est gratuit. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 groupes meet-up. Il y a un qui s'appelle Machine Learning Paris, un autre qui s'appelle Digital Transform Makers. Il y a 1000 personnes sur chaque. Et ça, c'est fait tout seul. J'ai pas mis un sou. Si ce qui vous intéresse, c'est pas parler, mais écrire, lancez un blog. Les plateformes des blogs, il y en a plein gratuites. Lancez un blog. Commencez à parler de ce que vous savez faire. Lancez une chaîne YouTube si c'est ce qui vous intéresse. En tout cas, être évangélisateur, ça va vous demander des compétences complémentaires. Alors, l'oratoire, si vous voulez passer devant les gens et parler d'un sujet. Si ça vous intéresse, il y a quelque chose qui s'appelle l'école de l'art oratoire. Je viens de leur faire la pub parce que c'est une école très intéressante. Ils sont à côté des Champs-Élysées. Et c'est une école qui vous apprend à parler en public. C'est une école qui font des masterclass les premiers jeudis de chaque mois, ouverts. Par contre, il faut arriver tôt parce qu'il y a beaucoup de gens. Et vous avez la possibilité de pratiquer vos compétences d'oratoire devant un panel de gens. Et c'est très intéressant. Si ce qui vous intéresse, c'est écrire des livres et des blogs, etc., ça s'apprend aussi à écrire. Et ça, ou faire des vidéos, la même chose, il faut les éditer si vous voulez. Votre rêve, c'est d'être les prochains Siraj et avoir votre chaîne YouTube, vous pouvez les faire, mais il faut s'intéresser à l'édition de la vidéo et tout ça. Et mon conseil, c'est lancez-vous aujourd'hui. Si c'est ça ce qui vous intéresse, là, par contre, à différence d'une start-up, il n'y a pas besoin d'avoir de capital de démarrage. Vous voulez écrire, lancez-vous à écrire. Peu. Même si vous ne connaissez rien. Si ça vous intéresse d'écrire, écrivez un blog qui s'appelle Comment j'ai appris l'IA.fr. Allez acheter les domaines et vous lancez et vous commentez votre expérience aujourd'hui. J'ai commencé à l'IA parce que j'ai participé à une conférence. Et après, vous faites votre journal de bord. Après, je me suis intéressé à ci, j'ai fait ça, j'ai fait un MOOC, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et peut-être que c'est un blog super intéressant qui a inspiré les gens. Et ça vous coûte 0. C'est juste du temps. Mais vous pouvez vous lancer aujourd'hui. Et ça peut être une façon pour vous de gagner de l'argent avec ça. Ambric, des questions, non? Tu as l'air des... Oui, j'ai une question un peu parce que, en fait, par exemple, sur certains sites, lorsqu'on, mettons sur Medium, je ne crois pas qu'on gagne des sous forcément avec... on peut?
Ah oui, on peut, ça va. Mais ou même YouTube, ça prend, je pense, énormément d'abonnés avant de commencer à gagner. L'idée, c'est quelles sont les étapes ou à quel endroit vraiment on arrive à gagner des sous dans toutes ces activités-là et quelles activités servent surtout à gagner de la visibilité pour attirer plus de gens vers le truc qui rapporte de l'argent? Alors, il faut, avant de se poser ces questions, parce que c'est du trafic, il faut attirer du trafic. Si vous faites un livre, un blog, une chaîne YouTube, ce qu'il faut, c'est que les gens l'achètent, que les gens les consomment. Et ça, pour arriver à l'étape de comment j'attire les gens, je vous dis, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est lancez-vous. Faites quelque chose, trouvez votre chemin. Je me suis rendu compte que moi, les conférences non techniques d'intelligence artificielle, ça plaît. Du coup, j'ai commencé à les faire. Je les fais de plus en plus. Et ça, je ne savais pas il y a un an. Du coup, j'ai commencé à les faire et je commence à gagner un peu d'argent sur ça. Et je compte très sincèrement développer cette activité pour moi. Continuer à faire ça, ça me plaît. C'est pour ça que je dis, la réponse, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui plaît aux gens? Mais vous allez la trouver. Si c'est ce qui vous plaît, c'est écrire, parler ou faire des vidéos, faites-le, commencez. Et après, petit à petit, les sous vont venir. Il faut se poser des questions. Un trafic, ça s'est construit. Il y a des SEO, les CI. Il y a plein de choses, des moyens de faire revenir les gens sur votre site ou sur votre chaîne. Et ça se travaille. Mais ce n'est pas les sujets de l'atelier aujourd'hui. Ça répond à la question? Oui, donc si je comprends bien, au départ, c'est juste de se faire connaître puis générer du trafic par tous les moyens possibles. Et ensuite, on se questionne sur ce qui va rapporter de l'argent. Les questions existentielles, ça vient après. D'accord, merci. Si vous passez trop de temps sur les questions existentielles, vous ne démarrez pas. Si moi, il y a un an, j'étais en train de me dire, oui, mais je fais quoi? Mais si, mais ça. Enfin, je ne saurais pas. Il faut se lancer. Moi, j'ai commencé avec une conférence, j'ai loué un salon, j'ai invité des gens, j'ai envoyé un emailing, il y a eu 15 personnes qui sont venues. Bon, j'ai continué à faire, j'ai fait 50 conférences jusqu'à aujourd'hui. Gratuites la plupart, mais on commence à les payer. J'aurais jamais imaginé ça il y a un an. C'est vraiment, vous ne savez pas les réponses. Ayez la force d'accepter, l'honnêteté d'accepter que vous ne savez pas les réponses. Mais vous avez l'envie d'y aller, et il faut y aller. C'est ça ce qu'il faut. En tout cas, des conseils, bon, on a parlé un peu de tout ça. Maintenant, quelques conseils de l'ordre pratique, plus philosophique sur votre carrière dans l'intelligence artificielle. Alors, moi, j'ai envie de vous dire 2 choses. C'est que les règles ne sont pas toutes tracées, pas tout est noir et blanc. Vous pouvez faire une chose, commencer par... là, c'est Andrew Ng. Vous le connaissez déjà, vous savez, j'admire ces messieurs. Il a commencé, il était prof à Stanford. Du coup, au début, il savait les machine learning, il apprenait aux gens. Il a commencé en tant que prof. Au bout d'un moment, il s'est dit... Il a publié des papers aussi. Quand on est prof, on peut aussi faire de la recherche. Il a publié des papers, il a continué à publier, il continue toujours de publier et de pousser les frontières de la recherche. Au bout d'un moment, il a monté Coursera. Coursera, c'est à lui. Et il s'est dit, j'ai envie d'apprendre aux gens mon cours en machine learning que j'ai déjà fait 1000 fois, je vais les faire, je vais les monter en vidéo et il a fait son MOOC, Coursera. Donc il est passé du côté formateur, mais plus start-up, parce que Coursera, c'est une société. C'est ça, start-up. Après, il a été embauché par Google. Il a été Head of Brain de Google. C'est les directeurs d'intelligence artificielle de chez Google. Un bon poste. Mais ce n'était pas suffisant pour lui. Il a quitté, il est allé chez Baidu. La même chose, il était directeur d'intelligence artificielle de Baidu. Quand il a quitté Baidu, parce qu'il l'a quitté, l'action de Baidu, elle a tombé de je ne sais plus combien de pourcents. Imaginez-vous, quelqu'un est tellement influent, il part, la société, il perd de la valeur en bourse. Et il n'a pas arrêté là. Il a monté une société qui s'appelle Drive.ai. C'est une boîte qui fait la voiture connectée. Il ne s'est pas arrêté là. Maintenant, il a une boîte de conseils qui s'appelle Landing AI. C'est pour trouver des missions, des prestations freelance pour faire des conseils. Il s'est dit, mon premier client, je voudrais que ce soit dans les secteurs de la manufacture. Maintenant, il travaille avec comment il s'appelle, Foxconn, les fabricants d'iPhone. C'est son premier client, imaginez-vous. C'est quelqu'un de très influençant. Et maintenant, il écrit un livre. Et il écrit des livres. Et il fait un livre qui s'appelle Machine Learning Journey. Du coup, en fait, vous voyez, ce n'est pas seulement un seul chemin. Vous pouvez construire votre chemin et les trouver au fur et à mesure. Faites un emploi, après vous êtes formateur, mais peut-être vous écrivez un livre, vous montez une start-up. On peut faire différentes choses. Pas tout est écrit. Les règles ne sont pas écrites dans l'IA et c'est ça ce qui est intéressant. Ma société même, ça s'appelle Machine Learning Lab et aujourd'hui, moi j'ai dit, on fait plusieurs choses. Alors, c'est Machine Learning pour tous, mon slogan. Et on fait du conseil, on fait du développement logiciel sur mesure. Et ça, je m'associe aussi avec des freelances qui savent faire. Et on fait des formations, comme les ateliers que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors, il y a 2 choses, et là je vais finir sur... Enfin, il y a 2-3 slides qu'on va finir. La première, c'est un conseil qui m'a donné un manager que j'avais il y a 10 ans. Une phrase que je ne vais jamais oublier. Il me disait, Camilo, dans la vie, il y a 2 choses importantes. Il y a les savoir-faire, c'est votre curiosité, c'est ce que vous savez faire, c'est votre métier. Il y a les savoir-faire, également important, il y a les faire savoir.
Parce que si vous êtes bon dans un domaine, mais que personne ne vous connaît, ça ne sert à rien. Si vous êtes les meilleurs ingénieurs de la planète et que personne ne sait ce que vous faites et que personne ne comprend ce que vous faites, ça ne sert à rien. Les savoir-faire, il est aussi important que les faire savoir. C'est bon. N'ayez pas peur de l'échec. Il vous rend plus fort. C'est à chaque fois que vous tombez, à chaque fois que vous faites un choix de carrière, à chaque fois que vous faites des choses, que vous vous remettez debout et que vous avancez dans votre carrière. Et surtout, croyez en vous. Croyez en l'école 42. Vous avez une réputation, vous la sous-estimez. Les gens dehors, ils s'arrachent les ingénieurs de l'école 42 parce qu'ils savent la valeur que vous savez. Croyez en vous. Vous êtes capables, vous êtes les ingénieurs des mains. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir venir vous parler. Vous allez vous rappeler de moi d'ici 10 ans quand vous allez être à la tête des plus grandes sociétés du CAC 40. Et il y a M. Rodriguez qui est venu et peut-être que vous allez me contacter pour faire des trucs. Pour moi, c'est un honneur pour venir parler avec vous. Parce que votre école, elle a une valeur qu'il n'y a pas une autre école en France ni dans le monde qui l'a. Croyez en vous. J'ai envie de passer la parole à Amric et après je vais finir sur un mot. C'est sur les activités qui sont proposées par 42 AI. Merci Camilo. Oui, alors bon, je fais juste une petite intervention de ma part pour vous, pour ceux et celles qui peut-être se demandent ce qui se passe un peu à 42 AI, si vous n'êtes pas au courant. Donc d'abord on a donc il y a les ateliers mathématiques qui sont tous les mardis soirs à 19h30. Donc, venez approfondir certaines connaissances de mathématiques. En principe, ce qui est proposé comme plan pour ces ateliers, c'est d'approfondir les notions qui sont pertinentes à chaque semaine des ateliers machine learning qui, eux, sont le jeudi à 9h le matin. Donc, il y en a quand même qui dans la salle? Vous pouvez lever la main, ceux qui font les ateliers machine learning? Ah oui, vous êtes quand même assez nombreux. Donc voilà, mais pour les autres aussi, sachez que c'est pas parce que ça a commencé que vous ne pouvez pas vous y mettre. Il n'y a pas vraiment il y a aucun problème. De toute façon, on fait relâche les 2 prochaines semaines parce que la semaine prochaine, on en fait un autre. On fait la classification bayésienne. Et après, on fait 2 semaines d'arrêt parce que c'est la piscine, donc on ne veut pas interférer non plus. Mais donc, vous pouvez même vous joindre à nous la semaine prochaine ou même après la piscine parce qu'on fait souvent des nouveaux sujets à chaque semaine. Donc, c'est toujours possible de remettre le train, de reprendre le train en marche. Alors, voilà. Donc, ces 2 trucs-là. Et il y a justement demain à 15h ici même, on présente le premier challenge Kaggle auquel on propose de participer. Donc, la plateforme dont Camilo a parlé. Donc, outre, nous, on va l'utiliser bien sûr pour son aspect pédagogique. C'est vraiment une des meilleures façons de vous entraîner à faire un travail de data scientist ou machine learning engineer, en tout cas, d'explorer un peu le travail de tous ces métiers, parce qu'on vous donne, ça va être le challenge du Titanic. Donc, c'est vraiment un challenge qui est fait pour débutants. Donc, il n'y a pas de souci si vous n'en avez jamais fait. Ça sert justement à ça. Donc, on vous donne toutes sortes de données personnelles sur les passagers du Titanic et vous devez pouvoir prédire, faire un algorithme qui, à partir de toutes ces données, est capable de prédire si les passagers ont survécu ou si ils sont décédés dans le naufrage. Donc, c'est ce truc-là. Demain, donc on a Tristan et Benjamin qui vont vous présenter ce qui vous est proposé. Et l'idée, c'est que toute la semaine prochaine, vous travaillez en fait, le week-end plus la semaine prochaine, vous travaillez sur justement ce challenge. Et il y a 3 rendez-vous, donc lundi, mercredi et vendredi à 15h également. On se donne rendez-vous pour se réunir et discuter des différentes étapes, comment faire, qu'est-ce qu'on fait pour cleaner les données, comment on les agence, quels algorithmes on utilise, quel modèle, comment on optimise. Donc, toutes ces questions qu'on va aborder. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, peu importe votre niveau, venez. Mettez-vous en équipe pour faire le challenge. Donc voilà, on donne rendez-vous demain pour vous expliquer tout ça. Et il y a aussi Iron Car, donc, que je veux mentionner. Sachez que c'est une compétition de voitures autonomes miniatures. Donc, on a gagné l'année dernière le championnat de France. Donc, on a été notre équipe qui a présenté la voiture qui s'appelait la Patate 42. Donc, ça, c'était notre voiture victorieuse. Et on recommence à travailler dessus cette année aussi pour l'améliorer.
Donc, il y a ça comme activité. On vous propose aussi, on est en train d'organiser aussi peut-être des activités, d'autres ateliers, notamment avec notre partenaire IBM. Là, c'est pas encore confirmé, je vous l'annonce pas tout de suite, mais il y a quand même quelque chose d'assez cool qui se trame. Et évidemment, on va faire d'autres conférences comme celle-ci sur différents sujets. Donc, ça, vous le verrez toujours. Est-ce que quelqu'un n'est pas sur notre Slack? Donc, tout le monde est sur le Slack, parfait. Donc, voilà, c'est vraiment là-dessus qu'on fait notre com au maximum. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Et aussi, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, que vous aimeriez, qui se passent à 42 dans l'IA, monter un projet ou un groupe de travail sur quelque chose, venez nous voir. Parce que sachez que 42 AI, c'est avant tout, c'est vous. C'est nous comme c'est vous. Vous êtes autant membres de 42 AI que nous. Donc, vous êtes les bienvenus pour porter des nouveaux projets. Puis nous, on va vous donner les ressources qu'il faut pour les faire vivre. Donc, vraiment, c'est sa part d'initiative étudiante, tout ce qui se fait ici à 42. Donc, voilà, je repasse la parole à Camilo pour la fin de la conférence. Merci, Amric. J'ai une toute dernière slide à vous montrer. C'est quelque chose qui s'appelle l'ikigai. L'ikigai, c'est le bonheur à la japonaise. Et en fait, ça parle pas d'IA, mais ça parle de quelque chose qui est assez profond. Les Japonais considèrent qu'à la croisée entre ce que vous aimez, à quoi vous êtes bon, ce que vous pouvez être payé et ce dont le monde a besoin, vraiment au carrefour de la passion, de la mission, de la vocation et de la profession, c'est l'ikigai. Si vous arrivez à trouver ça, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît vraiment, ce qu'on est prêt à payer, c'est sur quoi vous êtes bon, et c'est dont le monde a besoin, vous êtes heureux. Et du coup, ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais ça, c'est un conseil qui peut s'appliquer à tout le monde. Et je vous encourage à chercher l'ikigai, parce que c'est un concept assez joli et qu'il faut le faire. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Alors, moi, encore une fois, ça, c'est les URL, je vais les mettre là, finalement, si vous voulez. C'est pour que je vous envoie soit la présentation, les supports que vous savez, si vous m'envoyez, c'est un formulaire où vous me donnez votre mail, je vous envoie la présentation. Si vous voulez rentrer en contact, parce que l'un des ateliers que j'ai mentionné, ça vous intéresse, c'est là. Si les conférences vous intéressent aussi, je vais prendre votre mail et je vais vous communiquer. Ou si vous avez tout simplement une idée, un partenariat, des choses, un petit mot gentil ou méchant à me dire, n'hésitez pas, c'est là. J'ai un classificateur des mots méchants qui les met à la poubelle. Du coup, voilà. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Je vous remercie pour votre attention. Des questions? Et des questions. Il a tout cassé, lui. Alors, une question purement intéressée. Actuellement, je recherche un stage. Est-ce que, par le plus grand des hasards, dans Machine Learning Lab, vous recrutez des stagiaires? Alors, moi, je n'ai pas suffisamment de missions pour recruter des stagiaires. Mais je voudrais rester en contact parce que plus il y a d'émissions, plus on a besoin des stagiaires. Je commence à faire beaucoup de bruit et il y a des projets qui commencent à tomber. Du coup, oui, effectivement, il y a un potentiel. Là, pour l'instant, je n'ai pas suffisamment de projets pour proposer une émission, mais oui, restons en contact. Envoyez-moi un email et on reste en contact. C'est prévu. Merci. Oui, moi, c'est pour apporter aussi un petit dernier témoignage. Donc, surtout, remercier et féliciter les amis de 42 AI, déjà pour la preuve, la conférence qu'ils ont organisée, aussi des ateliers de machine learning. Moi aussi, personnellement, j'ai une expérience professionnelle plutôt dans le domaine des bases de données. J'ai aussi travaillé dans les startups, on en a aussi un peu créé. Mais après, à un moment donné, je me suis intéressé vraiment réellement au métier de data scientist parce que beaucoup en parlaient. Et j'ai assisté à plusieurs conférences où on était censé expliquer dans des universités. Et j'avoue que ce n'est que depuis que je suis à 42 que je commence à comprendre à peu près ce que c'est que le métier de data scientist, où la définition est donnée grâce à des conférenciers qui viennent nous expliquer. Je pense notamment aussi à la personne qui était venue de chez L'Oréal, je pense, qui nous avait fait une conférence aussi là-dessus. Parce qu'en fait, il y a un besoin, il y a une attente quand même, parce qu'on parle beaucoup de machine learning, on parle de l'intelligence artificielle, mais moi j'ai beaucoup de collègues, nous avons aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'entreprise, malheureusement, qui subissent des licenciements économiques pour cause d'âge un peu avancé, parce que c'est là donc des gens qui sont un peu perdus, alors qu'il y a tout un marché, tout un domaine qui est là, qui est potentiel, qui vont recruter, où on peut faire avoir notre place. Mais donc, justement, les gens, même de la définition, on n'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. C'est parce que les règles ne sont pas écrites. Voilà, tout à fait. Mais c'est à vous de les écrire. Justement. Et il y a l'attente, ce que je dis là où il y avait réellement une attente, c'est qu'il y a un côté concret, un côté pratique. C'est-à-dire que quand on arrive, on dit quelles sont les compétences dont j'ai besoin
pour y aller. Donc, en arrivant ici, par exemple, je comprends que savoir programmer en Python, c'est important dans le métier de data scientist. Mais donc, tant que ces choses-là, on ne vous les a pas expliquées de façon concrète, donc c'est ça, grâce aux ateliers que nous faisons ici, qu'on voit bien que voilà ce dont on a besoin, quelles sont les compétences. Moi, en tant que, avec mon background, avec mon passé, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc, au début, j'étais parti sur une idée data analyst, mais en fait, ce n'est pas data analyst, c'est plutôt côté data scientist, parce que tu vas plus dans les machines. Donc, on veut savoir qu'est-ce que Hadoop. Hadoop, bon, ça peut paraître bizarre, mais Hadoop, pour moi, ça ne me parlait pas encore. Il y a je suis DB Oracle, mais quand on me parlait Hadoop, quand on me parlait Hive, je ne connais pas. Mais donc, au moins d'arriver dans un environnement où on commence à vous expliquer concrètement ce que c'est, je pense que c'est quand même aussi... il y a une attente de ce côté-là. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage. D'autres questions, vous avez points de vue En tout cas, je reste ici un peu, si vous voulez échanger plus en privé, avec plaisir. Donc, voilà. Voilà, et merci, merci d'être venu. Et juste pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est vraiment des raisons pourquoi je tenais à ce que Camilo vienne, parce que de plus en plus, avec les rencontres que je fais avec des gens du milieu qui travaillent dans comment implémenter l'IA dans les entreprises, en fait, ce qui ressort toujours, c'est cette idée que les gens, ils se disent, bon, on va engager des PhD parce que, voilà, machine learning, c'est nouveau, ça sort des universités, justement, c'était encore théorique il y a quelques années, donc on se dit, c'est eux qui vont venir. Après, les PhD, voilà, ils pensent alors comment ils vont gérer la donnée à un niveau très abstrait, très haut niveau, et c'est ce qu'on attend d'eux. Après, ce qui se passe, c'est que dans le concret, dans l'entreprise, on a des données, il faut les étiqueter, il faut les cleaner, il faut changer, il faut les processer. Et ensuite, une fois qu'on a fait le modèle Python, comme il l'a dit, ça sert à rien que ça soit sur le desktop du data scientist. Il faut le mettre sur le cloud. Et si on s'attend à avoir un système où on a des gigas de données qui peuvent arriver en une seconde, il faut que le système sur le cloud soit capable de les recevoir, de les traiter et de renvoyer la réaction du système. Donc, en fait, tous ces enjeux-là, tous ces trucs, tout ce travail-là, en fait, c'est exactement du travail qui correspond au profil des étudiants de 42. Donc, en fait, l'idée aussi, c'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de... L'IA, c'est loin d'être quelque chose qui est inaccessible à nos profils. Au contraire, on a exactement le profil ça devient de plus en plus évident sur le marché du travail que des gens qui ont notre profil vont être ce qu'il nous faut. Parce qu'il n'est pas question, de toute façon, de recoder les algorithmes. Les librairies existent, on a juste à les utiliser et traiter la donnée. Tout l'enjeu est de justement traiter les bases de données et traiter le flux. Donc, ça, c'est beaucoup des trucs qui sont à votre portée. Donc, on vous encourage fortement, si ça vous intéresse, à y aller. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir poser des questions. Oui, voilà. Non, c'est tout. Venir échanger si vous avez besoin, si vous avez envie. Voilà. Merci beaucoup encore une fois.